médicale à l'hôpital Saint-Louis, qui se situe au bord du canal Saint-Martin, et qui est un service qui gère pas mal de patients qui sont affectés par le VIH. Donc je connais en tout cas un petit peu le sujet, donc je vais essayer de vous expliquer des choses qui ne sont pas forcément simples, mais le plus simplement possible. Et puis j'essaierai de faire passer quelques petits messages. Alors, on va commencer par quelques petites définitions. Je vais commencer par une phrase un peu provocatrice, et je vais vous expliquer pourquoi. On va parler du VIH, qui est le virus de l'immunodéficience humaine. Ma phrase, c'est que le VIH existe. Alors vous allez vous dire, il est complètement fou, pourquoi il nous dit ça? Je vous ai même mis une petite photo en microscopie électronique pour vous expliquer que ça existait. Si vous tapez VIH dans Google actuellement, dans les premières requêtes, vous allez trouver des sites qui vous expliquent que le VIH n'existe pas. C'est un complot de l'industrie pharmaceutique pour vendre des antirétroviraux, donc des médicaments pour lutter contre le VIH. Ça a même un nom, ça s'appelle le négationnisme du VIH, qui est porté non seulement par des gens qui ne sont pas du domaine scientifique, mais aussi par certains confrères, probablement un peu fous, médecins. Voilà, le VIH existe, on l'a pris en photo, on sait maintenant parfaitement comment il fonctionne, même si on n'arrive pas à trouver, on verra plus tard, de vaccin efficace contre. Il existe. Donc le VIH, ce virus, il est responsable, on le verra plus tard dans l'évolution de la maladie, d'un syndrome qui s'appelle le syndrome d'immunodéficience acquise. Donc à gauche, vous avez une représentation du VIH, toujours représenté en noir avec des pics, il est très méchant, effectivement. C'est un très mauvais virus, probablement le plus mauvais qu'on ait eu sur le dernier siècle. Mais ce sida, ce syndrome d'immunodéficience acquise, il faut comprendre que c'est une infection par le VIH qui a évolué jusqu'à un stade où, attaquant le système immunitaire, il nous rend très fragiles et surtout susceptibles à d'autres infections, qui sont les infections de milieu, dont on parlera plus tard, qu'on appelle les infections opportunistes. Pourquoi opportunistes? Parce qu'elles saisissent l'opportunité de cette faiblesse du système immunitaire pour nous infecter, en tout cas les patients, et parfois les tuer. Ou, ce que j'ai mis sur la droite, c'est une cellule cancéreuse, au même titre que ces fameuses infections opportunistes. Il y a des cancers qui vont profiter du fait que le corps n'est plus capable de se défendre contre ces cellules qui sont anormales, et qui vont on dit en médecine, nous classer sida. C'est-à-dire qu'on peut être, et c'est ce que je vais vous montrer plus tard, infecté par le VIH, et a fortiori à notre époque où on a des traitements efficaces, sans jamais arriver au stade sida. Donc il faut bien comprendre qu'être infecté par le VIH, ce n'est pas avoir le sida. C'est deux choses qui sont parfaitement différentes. Dans les années 80, au début, quand on ne connaissait pas l'infection, quand on n'avait pas de traitement, être infecté par le VIH, c'était à coup sûr quasiment être au stade sida, avoir ce syndrome d'immunodéficience acquise, et puis c'était à coup sûr quasiment mourir. Maintenant, on est dans une situation différente, mais il est important que vous compreniez qu'être infecté par le VIH, ce n'est pas avoir le sida. Et quand on est malade du sida, c'est qu'on a un VIH qui nous a attaqué, qui a attaqué nos défenses immunitaires à tel point qu'on est à la merci de ces infections ou de ces cancers. C'est deux choses très différentes. Un autre terme qu'on entend souvent, c'est le terme séropositif. Alors, séropositif, déjà, il faut savoir que ce n'est pas valable que pour le VIH, c'est valable pour toutes les infections. Séropositif, ça veut dire que quand on vous fait une prise de sang, on trouve dans votre sang des anticorps, donc ce sont des petites protéines qui servent à nous défendre contre les virus, mais aussi contre des allergènes. Voilà. Si vous avez la grippe, qu'on vous fait une prise de sang, ce qu'on appelle une sérologie, et qu'on trouve des anticorps contre la grippe, vous êtes séropositif pour la grippe. Donc, on est séropositif pour quelque chose. Donc, on est séropositif pour le VIH. Et, encore une fois, quand on est séropositif, on est infecté par le VIH, ça c'est sûr, mais on n'est pas malade du sida. Il faut que cette notion soit bien claire parce qu'il y a eu et il y a toujours parfois un petit amalgame qui est fait. Et comme le terme sida est très stigmatisant, ne taxons pas tous les gens qui sont infectés par le VIH du sida, quand bien même c'est pas très grave, mais la nuance est importante. Alors, je vais vous faire un peu d'histoire moderne. On remontera dans le temps
ensuite. Alors, ça c'est une flèche qui va du passé vers le futur en bas. C'est pour vous expliquer comment on s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose et que ce quelque chose, ça nous a amené à découvrir le VIH. En 1981, aux États-Unis, il y a toujours, vous savez, une veille, ce qu'on appelle une veille épidémiologique, donc une surveillance par des instituts. En France, c'est l'Institut national de veille sanitaire. Et on surveille la survenue des maladies fréquentes. Par exemple, là, ils sont très occupés par la grippe en ce moment. Mais aussi des maladies qui ne devraient pas être fréquentes et qui, d'un coup, le deviennent. Et là, on se dit, tiens, il se passe quelque chose. Ce qui s'est passé, si on prend l'exemple récent avec le Zika virus, on en a tous entendu parler dans la presse ou dans les médias, au Brésil, on s'est rendu compte qu'il y avait des bébés qui naissaient avec ce qu'on appelle une microcéphalie des toutes petites têtes, ce qui est un handicap très grave et qui conduit au décès, et à un taux, mais aberrant par rapport à ce qui était attendu habituellement, compte tenu de cette maladie. Et c'est le fait qu'on ait dépisté ces bébés à petite tête, les scientifiques se sont dit, mais c'est probablement une cause infectieuse, parce que souvent, quand il y a voilà, des choses comme ça qui arrivent, les infections, ça va très vite, ça se répand très vite dans un pays puis dans le monde, on se dit souvent c'est une cause infectieuse. Donc pour le Zika virus, c'est le fait que ces bébés à petite tête naissent, on s'est dit, tiens, ça doit être peut-être en rapport avec un virus, et on a pu identifier le lien de cause à effet entre le Zika virus et les microcéphalies. Ben là, c'est pareil. On se dit, tiens, c'est bizarre, il y a la pneumocystose pulmonaire, qui est une maladie qui est réservée aux gens qui ont une grande immunodépression, c'est-à-dire qui ont un système immunitaire extrêmement faible. Ben là, chez les jeunes gays, alors avec le syndrome de Kaposi, qui est aussi, on le verra plus tard, une maladie rarissime quand on a un système immunitaire parfaitement normal, on a détecté ce taux anormalement élevé. Et ensuite, chez les usagers de drogue intraveineuse. En 82, comme ça touchait la population gay majoritairement, on a donné un très joli nom qui s'appelait le Gay Related Immune Deficiency, la déficience immunitaire reliée au gay. Et puis on a commencé à voir que ça se transmettait par la sexualité, par voie sanguine, ce qui expliquait que les usagers de drogue intraveineuses étaient touchés. Et on s'est rendu compte que ce n'était pas cantonné qu'aux États-Unis et qu'il y avait aussi des cas en Afrique. Et puis comme la population qui était touchée n'était pas que gay et que c'était quand même suffisamment stigmatisant, je vous rappelle qu'à l'époque on appelait cette maladie le cancer gay. On a renommé ça le syndrome d'immunodéficience acquise, en anglais c'est AIDS. AIDS. En 83, on s'est rendu compte que les femmes aussi pouvaient être infectées, donc vous voyez, ça va quand même assez vite. On verra qu'après, l'espace de temps s'élargit un petit peu, que les femmes pouvaient être infectées par voie sexuelle, qu'il y avait une dissémination parfaitement mondiale de l'infection, donc on est passé d'une épidémie à ce qu'on appelle une pandémie, donc c'est une épidémie en fait dans le monde entier, une pandémie. Et en France, à l'Institut Pasteur, il y a 3 chercheurs, enfin 2 plus 1, qui ont identifié un virus, un rétrovirus. Je vous expliquerai ce qu'est un rétrovirus plus tard. Donc en haut c'est Françoise Barré-Sinoussi, au milieu c'est Luc Montagnier qui ont eu le prix Nobel en 2008 pour la découverte du VIH. Et en dessous c'est Willy Rosenbaum qui lui est médecin clinicien et qui a été le premier à dire attendez, il se passe quelque chose, on va prendre, il voyait des patients, notamment des patients américains, en consultation à la Pitié-Salpêtrière, qui a pris un ganglion d'un patient, qui l'a amené à l'Institut Pasteur, et c'est de ce ganglion qui a été isolé, ce virus élavé, qui en fait, on va le voir plus tard, était le virus du VIH. En 84, on se rend compte que chez les hétérosexuels africains, il y a aussi une épidémie. Une équipe aux États-Unis identifie un virus, donc, qui a un nom barbare évidemment, comme beaucoup de virus, qui s'appelle le HTLV3, dont on pensait que c'était un cousin de virus qu'on connaissait déjà. Et donc il y avait le HTLV1, le HTLV2, on s'est dit tiens voilà, c'est le HTLV3 qui est responsable de ce sida. En fait, les équipes se sont rendues compte que c'était exactement le même virus. La découverte a été faite en premier par les Français, c'est pour ça qu'eux ont été nobelisés. En 85, on se rend compte, alors on met au point le premier test de détection, ce qui est quand même une avancée, puisqu'on a pu dépister les gens, y compris quand ils n'étaient pas au stade sida, quand ils étaient infectés par le VIH. On s'est rendu compte que ce virus se transmettait de la mère à l'enfant par l'allaitement. On verra plus tard qu'il se transmet aussi au moment de l'accouchement. En 86, on nomme ces 2 virus qui n'en sont qu'un VIH.
Et en 87, ça arrive assez vite, on trouve un premier traitement qui s'appelle la zidovudine, dont l'abréviation est AZT, et donc on commence à traiter les gens de manière, on verra, très inefficace. En 92, on met au point la première bithérapie active, c'est-à-dire 2 médicaments qui, donnés ensemble, permettent d'améliorer la survie des patients infectés par le VIH. Le problème, je ne sais pas si vous avez vu ça sur le cours sur les bactéries ou sur le cours sur les virus, c'est que ces bestioles sont toujours plus intelligentes que nous. Et qu'évidemment, quand on les expose, et surtout de manière suboptimale, à des médicaments, elles développent des résistances. C'est-à-dire que les médicaments ne sont plus efficaces. Et donc en 1993, on a eu les premiers cas de résistance à la zidovudine, à la ZT, y compris chez des gens qui n'avaient jamais pris de zidovudine de leur vie, puisque la résistance, elle est acquise par quelqu'un, mais s'il transmet son virus, en passant d'une personne à l'autre, il garde sa résistance, le virus. En 1995, une nouvelle classe de médicaments qui s'appelle les inhibiteurs de protéase, qui permet de réaliser ce qui a été la révolution en 1996, et on le verra un peu plus tard, c'était une vraie révolution dans le pronostic de survie des patients infectés par le VIH, avec la classe alors les noms sont toujours un peu barbares, c'est pas moi qui les ai inventés, j'en suis désolé, les inhibiteurs non nucléosidiques de la transcriptase inverse, ce qui permet de réaliser en fait les trithérapies, les fameuses trithérapies contre le VIH, qui sont aussi appelées Heart Highly Active Antiretroviral Therapy en anglais. Si vous vous intéressez un petit peu, si vous allez voir sur Google, si vous êtes anglophone, voilà, quand vous voyez Heart, c'est les trithérapies en fait. Alors on continue. En 97, dès qu'on a ces trithérapies qui sont au point, on a une diminution, mais quasiment instantanée, du nombre de décès dus au sida. En 98, on y reviendra, je vous expliquerai ce que c'est, on valide la prophylaxie post-exposition. En 99, on avait déjà cette volonté qu'on a toujours de trouver un vaccin prophylactique, un vaccin préventif. Là aussi, on reviendra sur cette notion. Premiers essais de vaccins humains en Thaïlande, avec des résultats pas du tout satisfaisants. Malgré tout ça, en 2002, le sida est quand même dans le monde la première cause de décès chez les 15-59 ans. 2008, une nouvelle classe thérapeutique. Je vous mets tout ça parce que c'est un petit peu mon plan pour la suite qui s'appelle les inhibiteurs d'intégrase. En 2011, une vraie révolution, la révolution actuelle de la prévention du VIH. On se rend compte en faisant une étude que quand on est dans un couple où un partenaire est infecté par le VIH et l'autre ne l'est pas, si le partenaire est parfaitement traité, il ne transmet pas le virus. Et les études de PrEP, de prophylaxie pré-exposition, et là on y reviendra parce que c'est quelque chose qui se passe en ce moment, montrent leur efficacité. C'est aussi l'apparition du comprimé unique qui a révolutionné les traitements après les trithérapies, le comprimé unique. En 2012, la prophylaxie pré-exposition est approuvée aux États-Unis, et on verra pourquoi c'est important. Et puis c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les TROD, T-R-O-D, les tests rapides d'orientation diagnostique à domicile qui permettent aux patients qui auraient eu des rapports sexuels à risque par exemple, avec une piqûre au bout du doigt et une petite goutte de sang, d'avoir un premier dépistage qui est très fiable. S'il est négatif, il sera négatif dans 99% des cas, s'il est positif, il sera positif dans 99% des cas par la prise de sang. Et puis en 2015, l'étude START a montré, une étude mondiale, qu'il fallait traiter tous les gens et le plus précocement possible, parce que ça avait un impact sur leur survie, et sur leur survie sans maladie opportuniste. Alors si on part des origines, je vous ai dit qu'on remonterait dans le temps, aux origines de l'infection par le VIH, il y a le singe. Alors pour se rendre compte de ça, on a fait ce qu'on appelle, d'un terme un peu incompréhensible, des études phylogénétiques. Alors comment ça marche ? On étudie le patrimoine génétique, le génome, donc ce qui fait la spécificité de tout à chacun du virus, et on le compare à d'autres virus dans la nature ou chez les animaux, et on regarde s'il y a des cousins. Et on s'est rendu compte que le VIH était très proche, non pas d'un virus, mais de toute une famille de virus, qui s'appelle le SIV, le Signal Immunodeficiency Virus. Il y a aussi, pour les gens qui ont des chats, ce qu'on appelle le
VIH des chats qui s'appelle le FIV, le Feline Immunodeficiency Virus, et qui ils sont tous cousins. Et alors on s'est rendu compte qu'il y avait quasiment un SIV par espèce de singe d'Afrique subsaharienne. Donc on a regardé, on a comparé le Soutimangabey, qui est une espèce de petit singe, le macaque, le chimpanzé, le gorille, et on s'est rendu compte que, grosso modo, le HIV, le VIH, était le résultat du passage du virus dans ces singes, et notamment du chimpanzé, du gorille et du Soutimangabey à l'homme. Et comme c'est un virus qui est très intelligent, pour s'adapter à son nouvel hôte, il a un tout petit peu muté, et chez le singe, il est la plupart du temps complètement anodin, et il ne crée aucune pathologie, aucune maladie. Et en passant chez l'homme, en s'adaptant à son nouvel hôte, il est devenu un des virus les plus mortels qu'on connaisse actuellement. Donc, on a souvent parlé du patient zéro, qui était Stewart, canadien, qui a porté le stigma de l'infection par le VIH. Le pauvre, il ne l'a pas porté longtemps parce qu'il est mort. On a dit c'est ce patient qui a disséminé l'infection, et c'est chez lui, c'était le patient zéro du VIH. Non, ce n'est pas lui, on va le voir tout de suite après. Il n'y a pas un patient, il y a probablement plusieurs gens qui se sont contaminés depuis longtemps au VIH sans qu'on le sache. L'expansion. Alors on va parler, il y a deux VIH, le VIH1, le VIH2, je ne vais pas rentrer dans les détails, là c'est un peu trop technique. Parlons du VIH1 qui est le type de VIH le plus répandu dans le monde. Quand est-ce qu'on détecte les premiers cas d'infection par le VIH? C'est pas en 1980, c'est en 1920, entre 1910 et 1930. On a pris du sang de patients dont on avait la chance qu'ils soient conservés dans un congélateur. On a fait des sérologies dessus, donc on a cherché les anticorps spécifiques de ce virus et on les a trouvés. Où? Alors c'est au Congo-Kinshasa, grosso modo le long de la vallée du Congo. Et puis on le verra sur la diapo d'après, mais l'expansion s'est faite avec le développement des moyens de transport modernes. C'était probablement une infection qui était cantonnée aux rives du Congo, du fleuve Congo, et puis quand le chemin de fer est arrivé, quand les avions sont arrivés, il y a eu une dissémination mondiale. Et ça, on peut très bien le retracer, on le verra après. On sait que le sous-type A, qui est un sous-type du VIH, peu importe, il est allé d'Afrique centrale en Afrique de l'Est, il est resté en Afrique de l'Est. On sait que le sous-type C est majoritaire en Inde et en Asie. Le sous-type B, qui est le sous-type le plus fréquent dans le monde, est passé de l'Afrique en Haïti, et d'Haïti aux États-Unis, forcément, et des États-Unis en Europe. Et on peut même dater à peu près quand est-ce que ces virus ont circulé. Je vais vous le montrer tout de suite. Voilà, donc peu importe la frise chronologique d'en bas, le sous-type B, par exemple, c'est ces grandes flèches qui partent de la vallée du Congo, si j'ai un peu de mots, qui vont en Haïti, et qui ensuite vont aller jusqu'aux États-Unis. Alors ça passe très mal, ça passe beaucoup mieux sur mon écran, mais croyez-moi, en haut à gauche, c'est un planisphère. Vous avez les États-Unis, et on voit très bien qu'ensuite ils passent par l'Europe de l'Ouest, puis la Thaïlande, puis l'Australie. Et ça, c'est datable, on le sait. Donc c'est assez intéressant, et ça nous a permis aussi de développer ça pour plein d'autres virus, et pour étudier justement la circulation des virus dans le monde. C'est un virus, on en parlait tout à l'heure, qui a permis quand même, qui a permis à la science d'avancer dans le domaine de la recherche épidémiologique, virologique, de la recherche sociale sur la stigmatisation de la maladie ou en santé publique, qui nous a permis d'avancer beaucoup plus rapidement qu'on n'aurait avancé sans le VIH. Il n'a pas que des inconvénients, même si évidemment c'est un virus extrêmement dangereux. Alors, ce schéma il est un peu compliqué, mais je vais essayer de vous faire les choses simplement, tout simplement pour que vous puissiez comprendre un petit peu mon propos après. Voilà le VIH. C'est un VIH, le VIH c'est rond, il est coupé en deux, et on voit ce qu'il y a à l'intérieur. Les petites fleurs sur le pourtour, c'est des protéines, c'est des petits bouts qui dépassent, et qui ont leur importance, puisque ces petits bouts ils vont permettre au VIH de s'attacher à ces cellules cibles. Ensuite, vous avez en jaune une capsule qui le protège, en fait, puisque à l'intérieur, comme nous, on a de la peau pour protéger nos organes, lui, il a tout son système de fonctionnement. Vous avez ce petit rond avec cette espèce de fil, j'utiliserai la métaphore du collier de perles.
Le fil, c'est une longue protéine qui est synthétisée par le VIH comme un collier de perles. Et il est coupé par cette enzyme. Une enzyme, c'est une petite molécule qui a pour rôle, qui peut avoir plein de rôles dans la cellule. Et des enzymes, on en est rempli. Mais celle-là, celle qui s'appelle la protéase, c'est un ciseau en fait moléculaire. Et elle va couper ce collier de perles immense qui ne sert à rien en plusieurs petits colliers de perles, petits bouts de colliers de perles, qui eux vont être fonctionnels. Donc elle est très importante pour le fonctionnement du virus. On le verra plus tard, elle nous a permis de donner une cible thérapeutique et ça nous a permis de trouver des médicaments efficaces en bloquant l'action de ce ciseau. On a aussi la transcriptase inverse. Alors elle est plus compliquée à expliquer, mais je vais essayer. Les deux petits traits, les deux petits serpents bleus qu'on voit au milieu du virus, c'est son matériel génétique. C'est grâce à ça qu'il va synthétiser les protéines qui sont indispensables à son fonctionnement, cette paroi qui le protège. C'est son code génétique. Son code génétique, vous savez, est-ce que vous me faites un petit signe de tête si les notions que je vais aborder sont compliquées, j'ai besoin de les expliquer un petit peu plus longuement. Vous savez que nous, on est fait d'ADN. L'ADN, c'est la base de la vie, grosso modo. Sans ADN, on n'existe pas. C'est comme un code, avec 4 lettres. Dans un certain sens, il est propre à chacun. Et il est traduit par toute une machinerie dans nos cellules pour qu'on puisse fonctionner, et il va donner des protéines. C'est de l'ADN, c'est un code spécifique. Le virus, lui, il est basé sur un code qui s'appelle l'ARN. Peu importe, je ne vais pas vous expliquer les petites subtilités, mais grosso modo, on n'est pas compatibles. Nos deux codes ne sont pas compatibles. Sauf qu'il est malin, le virus du VIH. Il a une enzyme qui n'est pas un ciseau, qui est un traducteur. Ce traducteur, c'est la transcriptase inverse. Et elle sert à quoi? Elle sert à traduire le code du VIH, l'ARN, pour qu'il soit compatible avec le nôtre. Et on le verra plus tard, pour qu'il s'intègre à notre code. Imaginez la subtilité quand même de ce virus, qui est la subtilité de beaucoup de cette classe de virus qu'on appelle les rétrovirus, mais quand même, l'évolution amène à des virus qui sont très intelligents et qui sont très adaptés à nous, puisqu'ils s'intègrent à notre code. Et puis, justement, on parlait d'intégration. Une fois que ce code a été traduit pour être compatible avec nous, faut-il qu'il puisse être intégré à notre code à nous? Et ça, c'est grâce à ce qu'on appelle l'intégrase. Là, c'est plus simple parce que ça porte le nom de ce que ça fait, qui va permettre à ce code du virus de s'intégrer à notre code. Je vous les entoure en rouge parce que c'est important pour comprendre les traitements plus tard. Je vous avais dit que je fais pas du simple, mais vraiment, vous pouvez me poser toutes les questions après, j'y répondrai avec plaisir. Mais bon, j'allais pas faire une sous-présentation du VIH, je vous sortais en étant des pros du VIH. Alors ça, c'est encore plus compliqué, il ne faut pas lire le schéma. Je suis désolé, les schémas sont en anglais, mais la majeure partie de la littérature scientifique est publiée en anglais, donc, et les meilleurs schémas étaient en anglais, mais on s'en fiche, je vais vous les expliquer. La cible du lymphocyte du VIH, c'est le lymphocyte TCD4. C'est un nom barbare, on va dire que c'est un globule blanc hyper spécialisé. Les globules blancs, c'est les cellules qui sont dans notre sang et qui nous protègent contre les infections, qui réagissent en cas d'allergie, qui nous protègent contre les cancers. Et celui-là, il est particulièrement important parce que c'est le pivot, c'est ce qu'on appelle le pivot du système immunitaire. C'est lui qui va donner les ordres à tout le monde. Il va donner les ordres à ses petits copains de faire de l'inflammation pour lutter contre une bactérie, de ne pas trop faire d'inflammation pour pas que ça nous rende malade, de faire de la lutte contre les virus, de faire de la lutte contre les cancers. Et le VIH, il attaque ce lymphocyte CD4. Et en l'attaquant, il empêche tout ça. Il empêche de faire de l'inflammation, pas assez d'inflammation. Il empêche la lutte contre les cancers, il empêche la lutte contre les parasites, les virus et les bactéries. Ce qui explique que quand on le laisse trop se multiplier, on soit sensible aux fameuses infections opportunistes dont je vous ai parlé tout à l'heure, et aussi au cancer. Alors, là, c'est plus schématique. C'est pour comprendre, là aussi c'est important de le comprendre, je vais vous le faire simple. Le VIH, c'est cette grosse boule verte. Il était noir tout à l'heure, le VIH n'a pas de couleur de toute façon. Il est
en face de ce lymphocyte CD4 et il se dit tiens, je l'attaquerai bien. Comment il va faire? La première étape, c'est qu'il faut qu'il s'attache à cette cellule, à ce globule blanc. Et pour s'attacher, il a besoin de récepteurs. On va dire qu'un récepteur, c'est une serrure. Donc il a besoin de deux serrures, le VIH. Il a besoin d'une serrure majeure, qui s'appelle le récepteur CD4, ça tombe bien, c'est le nom de la cellule. Et puis il a besoin de ce qu'on appelle une deuxième serrure, qui est moins importante, mais quand même, et qui peut varier un petit peu, qui est un co-récepteur. Donc il a besoin de s'attacher à ces deux serrures et pour ouvrir la porte de la cellule. Ensuite, vous voyez que la paroi de la cellule, elle devient verte. C'est quand le virus fusionne. Une fois qu'il a mis la clé, hop, il fusionne avec la cellule. En fusionnant, il perd sa carapace et il libère dans la cellule tout le matériel dont il a besoin pour infecter la cellule. Qu'est-ce que c'est ce matériel? C'est son fameux code. Et ce code, il le balance, comme ça. Là, le fameux traducteur va traduire le code dans notre code. Et ce code qui est tout petit va aller jusqu'au noyau de notre cellule, de ce fameux globule blanc, qui contient notre code à nous. Et c'est à ce moment-là que la fameuse intégrase va intégrer le code du virus dans notre code. C'est-à-dire que, si je vais essayer d'être clair, une fois qu'on est infecté, le code génétique du virus est dans notre ADN. Il n'est plus séparé de nous. Une cellule qui est infectée, même si on a des traitements qui marchent bien, dès qu'on arrête les traitements, nous, notre cellule, elle est gentille, elle se multiplie, elle fait ce qu'elle a à faire. Donc elle va sans cesse traduire notre code à nous. Et bien, quand elle va passer, quand le traducteur il va passer sur notre code, il y a un moment, il va croiser le code du VIH. Et en traduisant le code du VIH, il va faire plein de VIH. Il va créer des nouveaux virus. C'est très important à comprendre comment fonctionne le traitement. Donc ben voilà, le traducteur de notre ADN, il va passer sur notre code, donc il va faire nos protéines à nous qui nous vont bien et qui nous permettent de survivre. Et puis il va aussi traduire le code du VIH, qui va relarguer des petites protéines, des petits machins, et qui va faire, vous voyez, plein de nouveaux virus. Et pour un virus qui infecte une cellule, ça peut en faire des dizaines derrière. Ok. Ça c'est un peu compliqué, mais c'est pour vous montrer que déjà c'est un virus très intelligent, et que vraiment il intègre son code au nôtre. Et c'est ça qui fait toute la difficulté pour trouver un vaccin et pour trouver des médicaments qu'on prendrait qu'une fois et qui tuent la maladie, comme on peut prendre des antibiotiques quand on a une angine et puis au bout d'une semaine il n'y a plus d'angine. Là c'est pas possible parce que le code il est dans notre code. D'accord? Alors, je vais vous parler des différentes étapes, c'est du schéma un peu compliqué mais il n'y a rien de compliqué. Ça, c'est ce qui se passe chez quelqu'un qui s'infecte par le VIH dans les 11 premières années de sa vie, sans traitement. Alors, il y a une première étape qui s'appelle la primo-infection. C'est quand on vient de rencontrer le virus. Alors, on a un rapport sexuel non protégé par le préservatif. Malheureusement, avec quelqu'un qui... Oui. Oui, bien sûr. Alors, la courbe rouge, c'est ce qu'on appelle la charge virale, c'est-à-dire quand on fait une prise de sang, on est capable de compter les virus qu'il y a dans le sang. J'y reviendrai parce que je vais vous les détailler après en détail. Et le bleu, c'est ces fameux CD4, ces fameux globules blancs qui sont la cible spécifique du VIH. C'est assez simple à voir, hein. Dès que le virus monte dans le sang, les CD4 diminuent. Ça marche bien, puisque dès qu'il y a du virus, il détruit ces cellules. Alors, si on parle du premier contact, de la première rencontre avec le virus, je vais vous faire un petit cours de médecine clinique. Parce que c'est important, je ne sais pas, je ne vous le souhaite pas, mais il y a des signes à connaître qui, vous le verrez, ne sont pas spécifiques du tout. Donc en fait, maintenant quand vous allez avoir la grippe, vous allez vous dire que vous êtes infecté par le VIH. C'est tout ce qui fait la difficulté aussi diagnostique de cette maladie. Les signes, c'est 10 à 15 jours après la contamination. Alors, je ne sais pas, une soirée de folie, et puis 10-15 jours après, vous n'êtes pas bien. Un des signes les plus fréquents, c'est la fièvre. On va dire jusqu'à 39,5. Et un syndrome qu'on appelle pseudo-grippal, c'est-à-dire qui ressemble en tout et pour tout à la grippe, sans la toux. Mais on a des courbatures, on est au fond du lit, on a de la fièvre, on est vraiment pas bien. Alors il y a quand même des petites choses en plus.
On peut avoir des symptômes au niveau de la sphère ORL, notamment une angine. Et alors c'est la seule photo médicale un peu voilà, de ma présentation. On peut aussi avoir ce qu'on appelle une candidose buccale. Comme on a plein, c'est le moment où on a le plus de virus dans le sang, donc c'est un moment où les CD4, ces globules blancs, ils vont être au plus bas. En tout cas pas au plus bas, mais très très bas, et de manière très aiguë. Donc on est à ce moment-là susceptible là, à des infections qui sont pas tout à fait les mêmes que celles qu'on voit un peu plus tard dans l'infection par le VIH. Mais il y en a une qui est assez typique qui s'appelle la candidose buccale. C'est ce qu'on appelle le muguet buccal. On peut l'avoir quand on prend des antibiotiques aussi. C'est des espèces de petits dépôts blancs sur le palais. Désolé pour les âmes sensibles. Bon, c'est un palais de patient. Les petites taches, c'est du champignon. Un champignon qui s'appelle Candida albicans parce qu'il est blanc. Et ça, effectivement, si on voit, nous, en consultation, un patient qui a de la fièvre, qui a un rapport sexuel à risque, et qui arrive avec du muguet dans la bouche, c'est assez évocateur pour nous d'une infection par le VIH. On peut avoir des symptômes dermatologiques, une éruption, notamment du torse, du tronc, voilà, bon, des boutons, hein, grosso modo. Ça ressemble à plein d'autres boutons dans plein d'autres maladies dermatologiques, donc c'est vraiment le contexte qui est important. On peut aussi avoir des ganglions. Les ganglions, c'est ce qu'on palpe. Par exemple, je reprends toujours l'exemple de l'angine. Quand on a une angine, on a souvent un gros ganglion là, un peu douloureux. Là, les gens, ils en ont un peu de partout. Au cou, au niveau des aisselles, au niveau des plis de laine. Et puis on peut avoir des diarrhées, c'est assez fréquent. Pourquoi on peut avoir des diarrhées dans le VIH? Il faut savoir que le tube digestif, et je ne sais pas si certains parmi vous ont lu le livre qui s'appelle Le charme discret de l'intestin, ou du côlon, je ne sais pas. Donc je crois que c'est expliqué dedans. Le tube digestif, il est rempli d'un système immunitaire. Tout le long du tube digestif, il y a ce qu'on appelle, c'est le nom scientifique, mais encore une fois, c'est pas important, les plaques de Peyer, qui sont en fait des espèces de forteresses immunitaires, parce qu'évidemment, le tube digestif, il est rempli de bactéries. Donc il faut être aux premières loges pour lutter contre les potentielles infections. Et donc, tout ça, c'est attaqué par le VIH pendant la primo-infection, et donc ça peut donner des diarrhées, des maux de ventre, voilà. Il peut aussi y avoir pendant cette phase de primo-infection des manifestations neurologiques, c'est beaucoup plus rare, mais il y en a une qui est assez fréquente, c'est la paralysie faciale. On a, comme le monsieur, là, la moitié du visage qui tombe, et quand on voit un patient aux urgences qui a une paralysie faciale sans cause, qui n'a pas fait d'accident, d'attaque cérébrale ou de choses comme ça, il faut penser, on essaye de penser en tout cas à lui faire une recherche de l'infection par le VIH. Alors ça, c'est la primo-infection. J'ai entouré en rouge le pic de charge virale. C'est là, je vous le disais, sauf au moment du décès, où il y a le plus de virus dans le sang. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il faut bien se rendre compte que plus on a de virus dans le sang, plus on en a dans les liquides biologiques, et plus on est contagieux. C'est le moment de l'infection où on est le plus contaminant. Donc ça, c'est très important. Et c'est ce qu'on explique à nos patients. On voit qu'ils viennent avec une infection toute récente par le virus, par le VIH, on leur dit attention, là, si vous avez des relations sexuelles, la plupart du temps ils sont bien malades, donc ils n'ont pas envie, mais bon, ça peut arriver. Vous mettez des préservatifs, parce que là vous êtes hyper contagieux, donc c'est quasiment à tous les coups, on perd. Alors, ensuite on va passer à ce qu'on appelle la phase de latence clinique, qui dure environ 10 ans. Et c'est là qu'est tout l'enjeu du dépistage largue à manu des gens dans la population française. Pourquoi? Pendant 10 ans, le VIH, il est là, il fait son œuvre, hein, vous voyez, les lymphocytes CD4, les petits carrés bleus, ils diminuent petit à petit, mais il n'y a aucun symptôme. Aucun. Aucun. Donc on peut rester 10 ans infecté par le VIH sans le savoir. Et forcément, si on ne se fait pas dépister, le moment où on arrive à l'hôpital, c'est à ce moment-là. Alors la flèche, elle indique le chiffre de 200, c'est un chiffre clé dans l'infection par le VIH. En dessous de 200 CD4, en dessous de 200 de ce type de globules blancs, c'est là où on est à la merci des infections opportunistes. Et les gens qu'on voit à l'hôpital, qui arrivent très malades, c'est des gens qui ont le VIH depuis 10 ans, qui se sont fait grignoter les lymphocytes CD4 sans rien sentir, et qui arrivent avec une infection opportuniste gravissime, via les urgences ou via la réanimation, voire qui, des fois, décèdent sans savoir eux-mêmes qu'ils avaient le VIH. Alors, là, on va passer au fameux stade SIDA, syndrome d'immunodéficience acquise.
Vous avez compris que ça arrive après 10 ans, que c'est quand le système immunitaire est très faible. Et je vais vous parler de manière simple de quelques infections opportunistes. Alors, une des infections opportunistes les plus fréquentes chez les patients qui sont au stade sida, c'est la tuberculose. On en entend pas mal parler en ce moment, puisqu'il y a des grosses résurgences de la tuberculose. Pourquoi? Parce que c'est lié à la précarité, c'est lié à la promiscuité, et que comme il y a une population déjà dans le monde qui est pauvre, qui est la population indienne, la population d'Afrique subsaharienne, et que il y a des phénomènes migratoires qui font qu'il y a des tuberculoses d'importation, on entend de plus en plus parler. Je vais vous initier à l'imagerie médicale. On va faire ça simple. C'est une radio de poumon. Qui a déjà passé une radio de poumon dans l'assemblée? Bon. Le noir, c'est les poumons, ce qu'il y a au centre, c'est le cœur. Normalement, les poumons, c'est tout noir parce que c'est rempli d'air. Vous voyez que là, sur ce poumon-là, il se passe quand même, on a l'impression qu'il se passe quand même un petit truc en haut du poumon. Là où il y a toutes les flèches, bon, il y a des flèches, donc c'est simple. Tout ce qui est blanc, alors que ça devrait être noir, c'est nos petites alvéoles du poumon. Le poumon, c'est comme une éponge, qui sont remplies de tuberculose. Et le problème de la tuberculose, c'est que ça mange le poumon. Et donc, ce qui est entouré des petites flèches noires, on a l'impression qu'il y a un vrai trou. C'est pas qu'on a l'impression qu'il y a un vrai trou, c'est que c'est un vrai trou. Ça fait des trous dans le poumon. Vous imaginez bien que ce monsieur ou cette dame, probablement un monsieur, avec allez, on va dire le tiers du poumon là en moins, il respire moins bien que vous et moi. C'est ça qui fait la gravité de la maladie. Juste vous faire un petit point sur la tuberculose parce que c'est important de le faire. La tuberculose, on y est quasiment tous exposés, notamment à Paris, qui est une zone, on va dire, d'endémie, donc là où la tuberculose circule beaucoup. Parce que dans le métro, on est collé, dans la ligne 13, on est collés les uns contre les autres, il y a des gens qui toussent, voilà. Donc on y est tous exposés. Mais, même si on y est exposé, dans 70% des cas, la tuberculose, elle rentre, elle sort. Très bien, on est content, elle n'est pas là. Par contre, dans 30% des cas, elle va rester dans le poumon. Donc là, je sais pas, on est peut-être 30. Donc il y a 10 personnes qui ont de la tuberculose dans le poumon. Mais, peu importe, elle va majoritairement, dans la majorité des cas, rester ce qu'on appelle en phase de latence, en phase de dormance. On a un peu de microbes de la tuberculose dans le poumon, mais il ne se passe rien. Il ne se passe rien jusqu'à ce que soit on vieillisse, puisque quand on vieillit, notre système immunitaire s'affaiblit, soit on a une chimiothérapie pour un cancer, soit on a le VIH. Toutes ces choses, elles affaiblissent le système immunitaire. Et puis là, on a ce qu'on appelle une réactivation de la tuberculose, et on peut faire la tuberculose. Et c'est ce qui se passe chez les patients infectés par le VIH. Ils ont la tuberculose en eux. Pendant les 10 ans, comme on l'a vu, les lymphocytes CD4 diminuent, ils sont plus protégés. Et ils arrivent avec des formes de tuberculose particulièrement graves, la plupart du temps très contagieuses, et la plupart du temps extra-pulmonaires, parce qu'on peut en avoir de partout. Dans le cerveau, dans les ganglions, dans les testicules, dans les os, même de partout à la fois. C'est une maladie gravissime. C'est une des premières causes de mortalité des patients infectés par le VIH dans le monde, notamment dans les pays pauvres, puisque nous, on est dans un pays qui a une médecine à la fois gratuite et performante. Je vous assure qu'en Inde ou en Afrique subsaharienne, c'est pas tout à fait la même chose. Alors je vous ai mis, c'est plus pour l'anecdote, mais je trouvais ça joli. C'est ce qu'on appelle une coloration, c'est un crachat. On a fait cracher quelqu'un. On appelle une coloration à l'oramine. C'est très joli à regarder parce que c'est doré, notamment quand il y a de la tuberculose. Tous les petits points qu'on voit, c'est le microbe de la tuberculose. Donc vous voyez, là c'est un patient qui en a beaucoup, qui était très contagieux. Mais voilà, c'était pour la petite... c'est bien de vous faire voir qu'on ne voit pas que des choses affreuses, on voit parfois aussi des choses esthétiquement jolies. Alors, la candidose œsophagienne qui survient en dessous de 200 CD4, c'est ce que je vous ai montré là sur le palais, sauf que c'est dans l'œsophage. Donc ça fait mal, on a du mal à manger, les patients maigrissent, ils vomissent. Voilà, ça se traite assez simplement, mais c'est une des maladies opportunistes qui, encore une fois, va nous classer dans le stade sida. La pneumocystose pulmonaire, c'est une maladie des poumons, comme ça porte son nom. C'est des petits kystes, ça porte ce nom aussi. C'est toutes les petites boules là qu'on voit sur la photo. C'est un parasite ou un champignon, il y a débat, peu importe. Et là aussi, c'est une chose qu'on a tous. Alors là, je peux vous dire, de la pneumocystose dans les poumons, on en a tous. Ça ne nous fait rien du tout.
Et puis, comme le malade infecté par le VIH est au stade sida extrêmement faible, il arrive sur 2-3 semaines, il se dit ah, tiens, je suis essoufflé d'abord quand je monte les escaliers, puis après quand je marche, et puis après quand je suis assis au bord de mon lit, je suis essoufflé. Ils arrivent la plupart du temps en réanimation, ils ont besoin d'aide pour respirer par une machine, donc voilà. Ça se traite, hein, ça aussi, mais ce sont des pathologies gravissimes. Alors une autre qui s'appelle la toxoplasmose cérébrale. On va aller un peu plus loin dans l'imagerie médicale. Un scanner. Bon, peu importe, c'est un scanner. C'est comme si je me mettais comme ça, qu'on me coupait la tête, là, la calotte crânienne, et vous voyez mon cerveau du dessus. Donc là, à droite et à gauche, c'est les deux hémisphères du cerveau. Ça passe assez mal à l'écran, mais on le devine. On voit quelque chose qui est plus blanc en haut à droite. C'est un abcès. Le toxoplasme, c'est un parasite qui adore aller dans le cerveau et qui fait des gros abcès. Là, on ne voit pas le deuxième, mais il y en a deux, mais ça, c'est déjà énorme. Vous voyez, il y a quand même toute la partie avant du cerveau qui est prise par l'abcès. Donc, c'est des gens qui vont arriver, ils vont avoir un côté du corps qui ne marche plus, ou ils ne vont plus arriver à parler, comme s'ils avaient fait un AVC. Mais comme on sait que ça ressemble fichtrement à un abcès de toxoplasmose chez un patient qui a le VIH, on va commencer à les traiter pour la toxoplasmose. Là aussi, c'est gravissime. Mais ce n'est pas les plus graves. On y vient en plus grave. Donc ça, c'est le toxoplasme, c'est toutes ces espèces de petits croissants, et c'est dans le liquide qui entoure le cerveau. C'est pour que vous mettiez une petite image dessus. Alors là, on arrive à plus grave. Là, on n'est plus en dessous de 200 CD4, en dessous de 200 globules blancs qui sont attaqués par le VIH. On est en dessous de 100, donc évidemment, on est encore plus fragile. Dans ces petites choses rondes, très mignonnes, hein, par ailleurs, ça s'appelle des cryptocoques. Ça, c'est un champignon. Et alors ça adore se mettre là aussi dans le liquide qui entoure le cerveau. Et ça va boucher. Alors évidemment, le liquide, il circule. Il n'est pas là, voilà, puisque parfois on fait des ponctions lombaires à l'hôpital. On met une aiguille dans le dos pour récupérer ce liquide. Donc vous comprenez bien qu'il circule du cerveau et tout au long de la moelle épinière. Et ça bouche à ce niveau les orifices qui permettent à ce liquide de circuler. Ça donne ce qu'on appelle de l'hypertension intracrânienne. C'est des gens qui arrivent avec, soit dans le coma, soit avec des maux de tête insupportables, des vomissements, enfin voilà, ils sont vraiment pas bien. Et c'est des gens où ça se traite par des médicaments anti-champignons, et évidemment avec le traitement du virus, du VIH, parce que c'est la clé, on verra plus tard. Et puis on est obligé, eux, de leur évacuer le liquide par des piqûres dans le dos tous les jours, des ponctions lombaires tous les jours. C'est la seule chose qui les soulage. Ça, c'est très très grave. C'est extrêmement grave. Alors vous avez un truc encore pire qui s'appelle, oui parce que vous avez compris que je vais du mieux au pire, hein, qui s'appelle la leucoencéphalopathie multiple focale progressive, peu importe, sa jolie abréviation c'est la LEMP. Et ça, quand on a un patient qui a une LEMP, on n'est pas content. Alors c'est dû à un virus, ça illustre très bien le fait qu'il y a beaucoup de maladies, et y compris on le verra après les cancers, qui sont en fait dus à d'autres, vous l'avez vu, à des champignons, à des bactéries comme la tuberculose. Là c'est un virus qui va infecter le cerveau. Alors il est très joli, je vous l'ai mis, il se passe moins bien mais c'est très joli. Le virus c'est toujours très joli, toujours très symétrique, ça a toujours des jolies formes, c'est des saloperies mais qui ont des jolies formes, voilà. Et puis ça infecte, c'est sur la droite, la substance blanche du cerveau, c'est là où transitent un peu toutes les informations. Donc il y a des gens, ils vont arriver soit parce que, on va dire, disons que lui, il avait de la mémoire avant, là il est complètement neuneux. Puis c'est des gens là aussi qui peuvent arriver paralysés, avec un œil qui bouge plus, voilà. Il faut savoir que ça, même si on soigne, donc ça n'a pas de traitement spécifique. On n'a pas d'anti-JC-virus, on n'a pas d'anti-JC-virus. Le seul traitement, c'est d'essayer de traiter le virus du VIH et de faire remonter l'immunité. Mais ils peuvent garder des séquelles à vie, hein. On a des gens, moi j'avais un patient qui était tétraplégique là-dessus, il est très bien contrôlé sur son infection par le VIH, mais il restera tétraplégique toute sa vie. Donc je vous ai dit que j'allais mieux au moins bien. Hein. Alors qu'est-ce qu'il y a après? Alors après il y a le CMV, c'est un autre virus. Lui on a des traitements spécifiques. C'est en dessous de 5 ans, donc là c'est vraiment quand les patients ils sont vraiment très affaiblis. Et lui il va pouvoir se mettre un peu de partout. Donc il va pouvoir faire des grosses diarrhées, c'est quand il infecte le côlon. Il va pouvoir faire des troubles neurologiques quand il infecte le cerveau, mais l'infection qu'il fait le plus fréquemment et qui est
Probablement une des plus graves au niveau des séquelles, c'est l'infection de la rétine. Alors voilà, je vous ai mis, vous voyez, le sillon qui est couvert de fleurs, le CMV. C'est super. Alors là, je vais vous initier au fond d'œil. Bon, vous allez voir, c'est tout simple. Ça, c'est le fond de votre œil. À gauche, c'est le fond de votre œil normal. Vous savez, quand l'ophtalmo, il vous dit, vous met des gouttes, vous voyez rien, après vous avez les pupilles comme ça, puis il s'approche avec une espèce de lampe, c'est ce qu'il voit. C'est le fond de l'œil, normal, à gauche. Là, les petits trucs rouges, c'est les vaisseaux. Et puis au fond, c'est la rétine, elle est constituée de couches qui nous permettent de voir en couleur et de voir tout court. À droite, vous voyez que c'est quand même pas tout à fait la même chose, c'est une rétine qui est infectée par le CMV. Toute la zone blanche avec les taches rouges, c'est ce qu'on appelle de la nécrose, c'est de la rétine qui est morte. C'est des gens, quand ils arrivent avec une infection à CMV, et là aussi j'ai eu un patient, il est arrivé aveugle. Il voyait encore un tout petit peu. Le temps qu'on arrive à soigner son VIH, et même si on lui a fait des injections dans l'œil de médicaments contre ce virus-là, aveugle. C'est gravissime. Donc c'est quelque chose qu'on traque de manière extrêmement rapprochée chez ces patients qui ont moins de 50 CD4. Et puis après, je vous l'ai mis, mais juste pour l'anecdote, les infections à mycobactéries atypiques, c'est des cousines de la tuberculose, mais c'est encore pire. Bon, voilà. Je vous ferai pas tout le détail, mais voilà. Ça se présente à peu près pareil, mais c'est beaucoup plus long à traiter. La tuberculose, ça se traite 6 mois. Ce genre de cousin de la tuberculose, ça se traite au moins 2 ans. Vous voyez, vous avez le traitement du virus, puis le traitement de la tuberculose, vous avez les complications des médicaments, enfin... Voilà. Donc le message, c'est qu'il faut éviter d'arriver en dessous de 50 CD4. Le message, c'est que pour ceux qui ne le sont pas, il faut se faire dépister pour savoir si on n'a pas une infection et qu'on n'est pas justement en train d'arriver à ce 50 CD4. Alors, je vous avais dit tout à l'heure en introduction qu'il y avait aussi des cancers qui classaient dans le stade SIDA. Il y en a 3. Il y en a un qui s'appelle le lymphome malin non-hodgkinien, c'est un nom barbare. Le lymphome, c'est un cancer des ganglions. Et lui, il est dû à un virus qu'on connaît tous, c'est le virus de la maladie du bisou, de la mononucléose infectieuse, qui fatigue beaucoup quand on est ado. Alors des fois, on est fatigué pendant 6 mois, c'est extrêmement fatigant, mais c'est pas grave. C'est rarement grave. Sauf que quand on est infecté par le VIH et qu'on n'a plus de défense, ce virus, il porte en lui, alors vous voyez, le VIH, c'est un virus intelligent, mais il est intelligent d'une autre manière. On a tous dans nos cellules des mécanismes qui font que si la cellule elle commence à être cancéreuse, normalement le système immunitaire l'attaque, et puis même si elle commence à se développer de manière cancéreuse, elle meurt. Et bien le Epstein-Barr virus, le BV, il a dans son fonctionnement un truc qui empêche nos cellules de détecter si elles sont cancéreuses ou pas et de mourir quand elles sont cancéreuses. Et donc c'est ce qu'on appelle un virus oncogène qui va créer des cancers. Voilà, et notamment des lymphomes. Donc ça aussi on le surveille attentivement. Alors il y a la maladie de Kaposi, qui est due à un autre virus qui s'appelle le HHV8, qui est un cousin de l'herpès, mais moins sympa que l'herpès. Le malade de Kaposi le plus connu, en tout cas j'espère qu'il vous dira quelque chose, le fictif le plus connu, c'est Tom Hanks dans Philadelphia. Je ne sais pas si vous avez vu Philadelphia, qui raconte l'histoire de cet avocat qui, je crois qu'il est avocat, qui est infecté par le VIH. Tout se passe bien jusqu'au dans les fin des années 80, début des années 90 à Philadelphia. Et puis le jour où il commence à avoir des taches violettes, les gens le regardent bizarrement, et de toute façon, le jour où il commence à avoir des taches violettes sur le visage, tout le monde sait qu'il a le sida. Et effectivement, c'est une réalité. Le sarcome de Kaposi dans les années 90, les gens savaient que vous étiez homo, et ils savaient que vous aviez le sida. Vous avez parti avec moins de chance dans la vie quand même. Voilà, donc ça c'est Tom Hanks. Et puis à côté c'est un vrai malade, alors vous voyez, ça peut être parfaitement disséminé sur la peau, mais ce qui fait la gravité de la maladie, donc c'est un cancer, c'est dans les organes, dans les poumons, dans le tube digestif notamment. Et ça, même si c'est dû à un virus, ça se traite comme un cancer par chimiothérapie. Et évidemment en soignant le VIH qui est la cause de tous ces maux. Et puis le cancer du col de l'utérus chez la femme, infecté par le VIH évidemment, quand on n'est pas infecté par le VIH, le cancer du col de l'utérus, c'est un cancer du col de l'utérus, mais il classe dans la catégorie SIDA quand il est chez la personne infectée par le VIH. Pourquoi? Parce qu'il est dû à un autre virus. Ça c'est pareil chez toutes les femmes, il est dû à l'HPV, Human Papilloma Virus, pour lequel, je le rappelle, il existe un vaccin très efficace maintenant. Ouais. Alors c'est avant les premières relations sexuelles, donc c'est plutôt pour les adolescentes. Qui a fait scandale,
comme beaucoup de vaccins, probablement un faux scandale, mais bon, c'est un faux scandale. Vous aurez compris que je suis pro-vaccin. Alors, comment ça se transmet le VIH? Ça se transmet par la sexualité, ça je vous apprends rien, alors j'ai un peu détaillé. Ça se transmet par ce qu'on appelle les rapports réceptifs. C'est les rapports où on est pénétré. Donc, vous comprendrez que, par exemple, une femme est un peu plus à risque. Les rapports anaux. Et aussi, n'oublions pas la fellation, qui est moins risquée que les rapports avec pénétration, vaginale ou anale, mais qui est quand même un risque. Les aiguilles souillées, c'est pour ça qu'on a vu beaucoup, à la fin des années 80, une épidémie de VIH chez les usagers de drogue intraveineuse, héroïnomanes notamment. Les tatouages hors règles d'hygiène, alors ça c'est le message pour les plus jeunes qui auraient envie, ou pour tout le monde, pour les gens qui auraient envie de se faire tatouer. Au fin fond du Cambodge, sous une hutte, avec des aiguilles dont on ne sait pas à quoi elles ont servi avant, c'est pas une bonne idée. Chez les tatoueurs agréés, il n'y a aucun souci, en France, dans les pays développés. Bon, voilà, c'est un bon moyen de se faire tatouer au fin fond du Cambodge, c'est un bon moyen de choper le VIH, l'hépatite C, faut éviter. L'allaitement, je vous l'ai dit tout à l'heure, donc une femme qui est infectée par le VIH, on lui dit qu'il ne faut pas qu'elle allaite. Et puis l'accouchement, pendant la grossesse, la contamination du bébé par la mère se fait au moment du passage dans la filière génitale. Donc vraiment au moment de l'accouchement. C'est un problème qui s'éloigne de nous, puisque maintenant les femmes qui sont infectées par le VIH, on les traite. Et si elles ont une charge virale indétectable, on n'est plus obligé de leur faire des césariennes. Elles accouchent par voie basse, et ensuite on fait au bébé une perfusion de ce vieux médicament qu'est l'azidovudine, une seule, et il ne sera pas infecté par le VIH. Donc ça aussi c'est un progrès qu'on a fait. Alors, les populations touchées, parce que ça c'est hyper important à comprendre. En France, tiens, pourquoi ça n'affiche pas? Voilà, en France, bon, deux zones principales, Paris et la région parisienne, c'est un énorme bassin de population. J'ai lu récemment que les Parisiens étaient plus libérés sexuellement, donc ceci explique peut-être cela. Et puis la Guyane aussi, c'est le département le plus touché par le VIH. Et les Antilles. C'est la situation actuelle. La plus récente, c'est 2014, donc on a toujours 1 ou 2 ans de retard sur les statistiques, sur les données de surveillance. Alors, on va voir comment ça a évolué, justement, si on parle de date, jusqu'en 2014. C'est le nombre de découvertes de séropositivité par année, en France. Donc on voit qu'on était plutôt content de 2003, de 2004 à 2012, même 2011, ça diminuait en permanence. Et c'est tout le problème actuel, c'est que depuis 2012, on a une recrudescence du nombre d'infections par le VIH diagnostiquées en France. Pourquoi? Probablement parce qu'on les dépiste plus, parce qu'il y a des campagnes de dépistage, parce que les recommandations actuelles, c'est que n'importe qui a un recours au système de soins, s'il n'a jamais été dépisté dans sa vie, on le dépiste. Ça, c'est sous-tendu parce qu'on sait qu'en France, il y a 30 000 personnes qui vivent avec le VIH et qui ne sont pas au courant. 30 000 personnes, ça maintient une épidémie en place. Si on dépiste tout le monde, et c'est ce qu'on va essayer de faire, notamment dans le cadre d'un plan qui s'appelle Paris sans sida d'ici 2020, c'est 90% des personnes dépistées, 90% des personnes dépistées positives traitées, et 90% des personnes traitées indétectables, c'est-à-dire 90% des personnes chez qui on ne détecte plus le virus dans le sang. Et ça, on sait qu'en faisant ça, si on le fait à l'échelle nationale, on casse la courbe épidémique. Il n'y a plus de transmission. Ok? Donc pourquoi? Probablement parce qu'on dépiste plus, et pourquoi? Parce qu'on est un peu, j'allais dire, embêté par certaines populations. Ça, c'est le nombre de découvertes de séropositivité au VIH, toujours pareil de 2003 à 2014, mais par catégorie de population. Et on voit qu'il y a une catégorie de population qui est un peu embêtante en ce moment, c'est les HSH. Alors les HSH, c'est les gays. Grosso modo, c'est les hommes qui ont des relations sexuelles avec des hommes. Bon, tous les HSH ne sont pas gays, mais pour simplifier, on va dire les gays. Donc on voit que là, il y a une montée croissante du nombre de découvertes de séropositivité par an, qui est principalement liée, et ça on le sait, à une utilisation beaucoup moindre du préservatif lors des rapports sexuels. On
pourra en parler plus tard, mais probablement parce que le message est, a fortiori dans cette population qui malheureusement était la plus touchée par l'infection par le VIH, le message en 96 de on a des thérapies qui marchent, le VIH est une maladie chronique, a été trop bien entendu, on va dire ça comme ça. Ensuite, on a les femmes hétérosexuelles nées à l'étranger, les hommes hétérosexuels nés à l'étranger, qui eux, ça remonte un tout petit peu, mais vous voyez que c'est sans aucune commune mesure avec la population gay. Pour casser une idée reçue, qui est quelque chose qu'on entend extrêmement souvent à l'hôpital, les Africains viennent se faire soigner en France parce que la médecine est gratuite. La plupart de ces contaminations, elles se font en France. Voilà. Donc, la plupart des gens, notamment des gens d'Afrique subsaharienne, viennent séronégatifs en France et puis se font contaminer en France. Ensuite, il y a les femmes hétérosexuelles, les hommes hétérosexuels nés en France et les femmes hétérosexuelles nées en France. C'est plutôt stable. Et puis, tout en bas de l'univers, c'est l'usage de drogues intraveineuses. On voit que c'est plus un problème. Pourquoi? Parce que quand on s'est rendu compte que c'était des gens qui étaient majoritairement co-infectés par le VIH et l'hépatite C, début des années 90, on a mis toute une politique en place de distribution de matériel stérile pour éviter d'échanger des seringues. C'était évidemment un pourvoyeur énorme d'infection par le VIH et l'hépatite C. Et plus récemment, pour limiter les risques, la fameuse salle de shoot de la Rivoisière qui a fait scandale, mais qui est probablement une très bonne chose. Alors, si on rentre un tout petit peu dans le détail, des petits histogrammes un peu compliqués, enfin un peu compliqués, plus rien n'est compliqué pour vous. L'ensemble des cas, alors en vert, c'est les VIH qu'on découvre au stade précoce, donc vraiment précoce, on va dire le début de l'infection, comme on l'a vu tout à l'heure. En gris, ça passe très mal, donc vous le verrez pas trop, mais en tout cas en haut à gauche ça passe pas, mais après vous le voyez mieux, c'est les stades intermédiaires, on va dire la phase de latence clinique, la fameuse phase de 11 ans où il se passe rien. Et puis en rouge, c'est la phase tardive, donc là c'est en dessous de stade sida, on va dire, pour simplifier. En haut à droite les gays, alors on voit que les gays, bon, même si le nombre de découvertes de séropositivité c'est là qui est le plus important par an, elles se font, mais par contre à un stade extrêmement précoce. Pourquoi? Parce que conscients qu'il y a une épidémie qui circule dans cette population-là, ils se font dépister extrêmement souvent. Donc bon, tout n'est pas noir. En revanche, chez les hommes et les femmes hétérosexuels, il y a un peu de progrès à faire, parce que là, et c'est un message que je veux faire passer, il y a quand même une épidémie de VIH chez les hétéros, avec là aussi une utilisation de la capote, et on le verra, qui baisse depuis 2010. Mais comme il y a moins de gens infectés à la base, ben forcément il y a moins de transmission, mais on est dans le même état d'épidémie. Donc les hommes ils ne se font pas dépister. Et les femmes, on voit qu'elles se font dépister à un stade intermédiaire. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont enceintes, on leur fait une sérologie VIH. Et donc comme on est souvent enceinte, on va dire à 30 ans, 30-35 ans, si on vient 10 ans en arrière, ça fait 20-25 ans, ça correspond au début de la vie sexuelle. Donc ça tombe pile, la grossesse tombe pile au moment où on peut diagnostiquer les infections par le VIH à un stade intermédiaire. Voilà, donc du progrès à faire chez ces messieurs hétérosexuels et chez ces mesdames hétérosexuelles, il faut se faire dépister. Alors, dans le monde, cette carte je l'aime bien, elle passe très mal, mais c'est dommage parce que je l'aime beaucoup, mais le message principal passe. Vous savez, c'est ces cartes qui sont déformées en fonction du poids de, alors je sais pas, ça pourrait être de l'industrialisation, voilà. Là c'est en fonction du poids du VIH chez les 15-49 ans. Et c'est là où on se rend compte que quand même si c'est un problème de santé publique chez nous, c'est quand même surtout un problème de santé publique en Afrique et en Asie du Sud-Est. Ne vous laissez pas tromper par cette Chine et cette Inde qui sont toutes blanches, c'est juste parce qu'il n'y a pas de données de surveillance. Il n'y a pas de données de surveillance, l'OMS, des cartes de l'OMS, n'a pas d'idée. Ils extrapolent pas. On sait qu'il y a une épidémie, et ça va être un problème majeur dans les années à venir en Inde, à cause déjà du nombre d'habitants en Inde et en Chine, et puis aussi parce que les moyens de prévention, faire de la prévention sur 1 milliard d'habitants pauvres, c'est un peu compliqué. Je ne suis pas sûr que ce soit la priorité de la population indienne. Enfin bon, ne nous laissons pas méprendre. Les pays pauvres, c'est là où se situe la majeure partie du problème. Et d'ailleurs, on le voit, parce que ça, on peut projeter un tout petit peu plus, c'est le nombre de décès chez les 15-59 ans. Alors évidemment, en Afrique, en Inde, non seulement il y a probablement plus de VIH que chez nous, mais en plus, on a moins de moyens pour le soigner. Donc
évidemment, on décède à gogo. Voilà. Là aussi, les couleurs sont un peu mal faites, parce qu'on a l'impression que l'Europe, c'est quasiment au même niveau que l'Inde et l'Afrique. L'Afrique, c'est 800 000 morts en 2015, l'Europe, c'est 56 000. Et l'Asie du Sud-Est, c'est 50 000, mais c'est probablement beaucoup plus. Voilà, j'ai dressé un tableau un peu sombre quand même de tout ça, on fait des progrès. Ça, c'est la courbe du haut. C'est combien de millions de gens sont sous médicaments contre le VIH depuis 2000. Alors, vous voyez que ça progresse dans toutes les régions du monde, et notamment en Afrique, où il y a beaucoup de campagnes qui sont faites pour distribuer des antirétroviraux avec l'aide des laboratoires pharmaceutiques, et c'est suffisamment rare pour le préciser, qui ont donné des antirétroviraux, baissé beaucoup les prix, pour que la population africaine ait accès aux médicaments contre le VIH. En revanche, si on regarde la courbe du bas, et je vais la décrire un tout petit peu, alors ça monte, hein, on est content, c'est en pourcentage de la population infectée. En 2015, on n'est qu'à 46%. C'est-à-dire qu'il y a plus de la moitié des gens qui sont infectés par le VIH qui ne reçoivent pas de traitement. Et je peux vous le dire sans me tromper, c'est pas en France. C'est en Inde, pays pauvre. Alors, si on prend sur les 16 millions d'adultes en 2015 sous traitement contre le VIH, il y a toujours un peu plus de femmes que d'hommes, probablement parce qu'on les dépiste plus. Et on voit qu'il y a quand même 48% des femmes qui ne reçoivent pas de médicaments contre le VIH et 60% des hommes. Donc tout n'est pas gagné. Alors si on parle de traitement, je vous fais un peu l'historique des traitements. Alors je suis désolé, il passe très mal, mais c'est pas grave, je vais m'en sortir. À gauche, là, le schéma où c'est vert, c'est le VIH, c'est exactement le même schéma, mais fait d'une autre manière du fonctionnement que celui que je vous ai montré tout à l'heure. Et à droite, c'est l'hépatite C, parce que je vais faire un tout petit parallèle pour vous parler de ce qui se passe dans l'hépatite C actuellement. La fameuse idovudine dont je vous ai parlé tout à l'heure, elle fait partie de la classe des inhibiteurs de la transcriptase inverse, ce fameux traducteur qui traduit le code du VIH pour qu'il soit compatible dans notre code. Alors ça, la ZT, ça a été très compliqué parce qu'on l'a donné pendant longtemps, hein, de 87 à 96, on avait quasiment que ça. Et ça donnait ça. Ça donnait ce qu'on appelle une hypoatrophie. Quand je vous ai parlé de la stigmatisation de Tom Hanks à cause du sarcome de Kaposi dans Philadelphia, ça aussi, ça a été le drame de nombreux patients du VIH jusqu'en 1996. Pourquoi ? Vous voyez qu'en haut à gauche, le monsieur, il a des joues absolument normales, il est mince, il est souriant. À droite, il a les joues qui commencent un peu à se creuser. En bas à gauche, il a les joues qui sont encore plus creuses. Et en bas à droite, on a l'impression qu'il fait comme ça, qu'il s'aspire de l'intérieur. Ça s'appelle la lipoatrophie. On a tous là ce qu'on appelle les boules de Bichat, des boules de gras, qui donnent plus ou moins des bonnes joues. Et sous AZT, ces boules de gras, elles partent. Il y a aussi d'autres modifications de la répartition du gras dans le corps. Les gens avaient une bosse, qu'on appelle la bosse de bison. Ils avaient un gros torse, très gros, et des tout petits membres où on voyait toutes les veines. Autant vous dire que là aussi, on savait tout de suite que vous étiez infecté par le VIH. Bon, il n'empêche que pendant plusieurs années, ça a été le seul traitement qu'on avait et qu'on n'allait pas se priver de le donner, même si ça avait des répercussions physiques. Ensuite, la stamudine est arrivée de la même famille, on a commencé à faire des bithérapies. Et ensuite, on a eu les inhibiteurs de protéase, vous savez, ce fameux ciseau qui coupe le collier de perles en plusieurs petits bouts de collier de perles qui sont fonctionnels. Et donc, grâce à ces deux molécules précédentes, plus les inhibiteurs de protéase, on a pu faire la première trithérapie active contre le VIH. Pourquoi je vous ai mis l'hépatite? C'est pas moi qui vous l'ai mis, d'ailleurs le schéma était comme ça, et pourquoi c'était intéressant de le laisser? C'est parce que ce qui s'est passé, le VIH a permis de comprendre comment fonctionnait un virus, et il a permis de se dire, tiens, on va regarder chez les virus qui sont difficiles à traiter si ça pourrait pas marcher pareil. Et sur l'hépatite C, on est en train de vivre une vraie révolution médicale. Avant, c'était hyper difficile à traiter, les traitements étaient très mal tolérés, il y avait des cas d'hépatite C où on savait que ça n'allait pas marcher. Et maintenant, depuis 4 ans, 5 ans, on a des nouveaux médicaments qui sont vraiment inspirés de ce qu'on a fait pour le VIH. On a disséqué ce virus, on a regardé s'il avait un ciseau qui coupait des trucs, on a regardé s'il avait un traducteur, et on a développé des molécules qui marchent pareil que dans le VIH. Et ça, c'est la révolution dans l'hépatite C. Et on va enrayer l'épidémie de l'hépatite C grâce à ces nouveaux médicaments, et c'est grâce en fait au VIH, grâce à tout ce qu'on a appris du VIH qui a encore une fois permis de faire avancer la recherche à pas de géant.
parce qu'il y a aussi beaucoup de fonds qui ont été donnés au moment de la découverte du VIH, et c'était bien sûr capital. Alors, moi je veux juste que vous regardiez la courbe. Là où ça devient rouge, c'est 1996, c'est l'arrivée des trithérapies. Cette courbe, elle vous montre le nombre de décès liés au VIH. Quand je vous disais que c'était quasiment instantanément qu'on avait vu le nombre de décès chuter, je ne vous mentais pas. Moi j'ai des patients qui sont infectés depuis 1980, le plus vieux doit être 82. Ils ont été rattrapés par le bout du col. On leur a dit, bon là vous êtes au fond du gouffre, vous avez 0 CD4, à la merci de toutes les infections, on ne sait pas ce qu'on va faire. Il faut attendre, il y a des trucs qui sont en train. On leur a filé les trithérapies et en 2017 ils sont toujours là, donc autant vous dire que c'est des survivants et que c'est vraiment grâce à ces trithérapies. Alors, les évolutions du traitement. Les évolutions, ça a été la découverte d'autres classes qui répondent en point par point à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Vous le voyez mal, vous aurez les diapos, ça se voit mieux. Je vous ai dit qu'à un moment, la cellule, le VIH, il fusionnait avec la cellule. Hop, on a fait des inhibiteurs de fusion. Un médicament qui s'appelle le Fuséon, qu'on n'utilise pas trop parce que c'est une injection sous la peau, ça fait mal, voilà. Mais vraiment, quand on n'a pas le choix, on l'utilise et ça permet de maintenir des gens en vie. Je vous ai dit que, c'est lequel? Ah oui, je vous ai dit que le VIH, il avait le besoin de 2 serrures pour rentrer. Il y en avait une qui était majeure et l'autre, elle était importante, elle pouvait varier. Hop, on a trouvé des médicaments qui bloquent la 2e serrure. Il ne peut plus rentrer. Et puis, je vous ai dit, il a besoin, une fois qu'il a traduit son code dans notre langage, d'intégrer son code au nôtre. Hop, on a trouvé des inhibiteurs de l'intégrase qui intègre le code au nôtre. Vous voyez que quand même, on a pas mal d'armes contre le VIH. Puis on développe des choses tous les jours. Tous les jours, j'exagère, mais régulièrement. Alors, un des enjeux, c'était ce qu'on appelle la simplification thérapeutique. Pourquoi? La clé du traitement du VIH, c'est de prendre son traitement. Moi, je le dis aux patients, je leur dis, la clé de votre santé, c'est de prendre rigoureusement votre traitement tous les jours pendant toute votre vie. C'est tout. Vous n'avez rien à faire. Moi, je m'occupe de tout le reste. Vous, il faut prendre votre traitement. Et malheureusement, on a des gens qui sont dits inobservants, c'est-à-dire qui prennent mal leur traitement. Quand on prend mal son traitement, le virus devient résistant, donc on doit mettre d'autres traitements qui sont pas forcément aussi efficaces. Il y a plus de comprimés, donc les gens les prennent encore moins bien, et on arrive à des cas où on a des virus qu'on peut quasiment plus traiter. C'est heureusement de plus en plus rare, mais bon, si on relâche la pression en disant genre c'est bon, faites ce que vous voulez, il faut maintenir la rigueur sur la prise de traitement. Alors vous imaginez bien que les premières trithérapies c'était 14 comprimés par jour, avec des effets secondaires, vomi, diarrhée, voilà, ça faisait mal au ventre, on était malade quand on prenait les médicaments. Difficile de dire aux gens, je veux que vous preniez votre traitement hyper rigoureusement quand c'est 14 comprimés par jour. Bon ben voilà, maintenant qu'est-ce que c'est le traitement du VIH? C'est 1 comprimé par jour. Donc vous imaginez bien que là, il n'y a plus d'excuses. Les patients, ils n'ont plus d'excuses. Quand ils me disent, j'y arrive pas, je leur dis, vous voulez pas, mais c'est pas que vous n'y arrivez pas. Et c'est un progrès majeur. C'est un progrès majeur, mais nous, on a envie d'aller plus loin. Parce qu'on a quand même ces petits coquins de patients qui ne prennent pas leur comprimé par jour tous les jours, ou qui décalent les heures, il ne faut pas décaler les heures. Donc on est en train de faire de la recherche. Alors actuellement, on étudie les médicaments contre le virus, mais en injection, 1 fois par mois, qui permettrait de se dispenser de la prise de ces médicaments. Le patient, il viendrait 1 fois par mois, hop, la piqûre dans les fesses, et puis tranquille pour un mois. Et là, je vous ai mis les études qui s'appellent FLAV et Atlas, les études qu'on est en train de faire. C'est probablement l'avenir du traitement contre le VIH. Alors, oui, là je vais insister lourdement. Vous allez voir régulièrement dans la presse, il y a eu un truc comme ça l'année dernière, on a trouvé un vaccin contre le sida, alléluia, VIP, le champagne et tout. Non, c'est souvent des startups qui font des effets de manche, parce qu'il faut qu'ils aient des sous, qui disent on a trouvé un vaccin contre le VIH. Alors oui, ils ont trouvé quelque chose qui marchait, mais c'est pas un vaccin préventif. Un vaccin, ça peut avoir 2 buts. La prévention, vaccin contre la grippe, on fait le vaccin, quand il marche bien, on n'a pas la grippe. On l'a un peu moins forte. Là, c'est ce qu'on appelle les vaccins prophylactiques. Le vaccin contre la grippe est un très bon exemple. Le vaccin thérapeutique, c'est une injection qui va stimuler le système immunitaire, comme le fait un vaccin pour empêcher la grippe. C'est toujours, on met un petit bout de grippe, ça stimule le système immunitaire, il est préparé à avoir la grippe, et quand elle arrive, eh ben, il sort les bazookas, et hop, pas d'infection. Là, c'est stimuler le système immunitaire pour qu'il soit plus fort contre le VIH, mais pas pour qu'il l'empêche de rentrer. C'est là qu'est la différence.
Ça, c'est ce qu'on appelle un vaccin thérapeutique. Et des vaccins thérapeutiques, je vous dis que vous allez le voir souvent dans la presse, parce que là, c'est la dernière revue de la littérature que j'ai trouvée là-dessus, qui date de 2016. Voilà tous les essais actuels sur des vaccins thérapeutiques. Donc vous voyez que souvent, vous allez entendre, ah tiens, il y a un vaccin qui marche, alors nous, on a les patients qui arrivent en nous disant, apparemment, on a trouvé un vaccin, c'est génial et tout. Non, on n'a pas trouvé de vaccin préventif. Donc justement, c'est le propos de ma diapo d'après, la prévention, qui reste un des enjeux majeurs de la lutte contre l'infection par le VIH. Alors, le moyen de prévention le plus connu et j'allais vous dire le plus efficace, mais les choses sont en train de changer, en tout cas aussi efficace que celui dont je vais vous parler après, c'est le préservatif, qui a l'avantage de prévenir du VIH, mais aussi des autres infections sexuellement transmissibles, qui sont en plein boom actuellement en France. Alors, je vous disais que c'était de moins en moins utilisé le préservatif. Alors, c'est une étude américaine qui a regardé des étudiants de fac de 91 à 2013, donc quand même sur 12 ans. L'utilisation du préservatif, en vert c'est les hommes, tout en bas la ligne bleu clair c'est les femmes, et le tout c'est en bleu foncé. Bon, bah, vous voyez que depuis 2003, il y a quand même une baisse. Hein. Alors vous allez me dire c'est que 5%, mais c'est quand même 5%. Et c'est probablement, je vous rappelle que sur ces études qui sont des études qu'on dit déclaratives, où les gens déclarent une prise de risque, l'abandon d'un moyen de protection, la consommation de drogue, la consommation d'alcool, on est toujours dans la sous-déclaration, parce que les gens se disent toujours « j'ai un peu honte, voilà, je vais mettre que j'ai mis une capote ». Donc il y a un problème vraiment de diminution de l'utilisation du préservatif. Ce qui nous a poussé quand même, enfin nous, la communauté médicale et scientifique, à se dire qu'il va falloir trouver d'autres moyens, parce que sinon ça n'a plus marché. Alors, le TPE. Qu'est-ce que le TPE? C'est pas les trucs du lycée là pour les étudiants en terminale ou en première. C'est le traitement post-exposition. Traitement post-exposition, on est parti d'un constat très simple. Il y a des gens, ils arrivent à l'hôpital, c'était en 98. Ils arrivent à l'hôpital, en panique, ils ont eu un rapport sexuel non protégé parce qu'ils avaient fait la fête, ils avaient bu un peu d'alcool, hein, ils ont oublié de mettre une capote, la capote a craqué, voilà. Et on ne peut rien faire pour eux. Qu'est-ce qu'on peut faire? Ils sont dans une angoisse totale et on leur dit, ben voilà, monsieur, dame, il faut attendre. Et puis on verra bien dans un mois et demi si vous êtes infecté par le VIH. Donc c'était quand même un peu, c'était pas tenable médicalement et encore moins pour les patients. Donc on s'est dit, l'hypothèse c'est, si on donne donc les ARV, c'est les antirétroviraux, les médicaments contre le VIH, si on donne des antirétroviraux dans les 48 heures après un rapport sexuel à risque et pendant un mois, ça diminuera le risque de contamination. Alors évidemment, on n'a pas sorti ça de notre chapeau. Il y a des études qui ont été faites chez les singes, qu'on arrive à infecter par le VIH grâce à des petites magouilles entre leur virus et notre virus. Et on estime que l'efficacité est de 80% chez l'homme. Voilà, tout dépend de quel risque on a pris, et voilà. Mais en tout cas, ça marche et on le prescrit, hein, on en prescrit souvent. Et on n'a pas beaucoup de contamination avec ces traitements post-exposition. Alors, on s'est dit, bon ça c'est bien pour les gens qui ont pris un risque et qui viennent à l'hôpital, mais il y a aussi des gens qui prennent des risques et qui ne viennent pas à l'hôpital. Alors il faudrait qu'on fasse quelque chose avant qu'ils prennent des risques. Et ça c'est la PrEP. La PrEP, je peux bien vous en parler parce que c'est mon chef de service qui a mis ça en place. Et vous allez voir, c'est intellectuellement plutôt pas mal et ça marche très bien. Et en plus je fais partie de l'essai qui a mis ça en place. La PrEP, ça veut dire Pre-Exposure Prophylaxis, donc prophylaxie pré-exposition. C'est ce que je vous expliquais, c'est avant le risque. Alors comment on fait pour protéger du VIH avant le risque? L'hypothèse, des médicaments contre le VIH donnés avant le contact avec le VIH, avant le rapport sexuel à risque, peuvent protéger de l'infection par le VIH. Alors, c'est disponible aux États-Unis depuis 2012 pour les gays, et c'est une molécule qui s'appelle le Truvada. Le Truvada, c'est un médicament qu'on utilise depuis 20 ans pour traiter les gens qui sont infectés par le VIH. Ça fait partie des trithérapies. Je ne vous expliquerai pas pourquoi on a choisi celui-là plutôt qu'un autre, mais grosso modo, le postulat de départ, là encore, c'est les singes. On a testé cette hypothèse chez des singes, on s'est rendu compte que ça marchait, donc après, on l'a testé chez l'homme et on s'est rendu compte que ça marchait.
Le bon exemple de ça, c'est San Francisco. Donc San Francisco, vous savez que c'est une ville, un des étendards de la communauté gay aux États-Unis, qui était au début des années 2000 complètement ravagée par une épidémie d'infection par le VIH. Donc la municipalité s'est dit, donc aux États-Unis c'est payant, la PrEP, c'est 600 € par mois. Donc vous imaginez bien que tout le monde ne peut pas se payer ce moyen de protection. Et c'est en plus un comprimé par jour. Donc tous les jours, il faut quand même prendre votre comprimé, quasiment comme si vous étiez infecté par le VIH. Mais bon, on s'est dit, c'est un moyen, ils n'utilisent plus la capote, donc il faut qu'on trouve autre chose. Voilà, donc ça c'est les données les plus récentes, puisque vous voyez qu'on a ces données de cette année. Donc ça a été implémenté en 2012 à San Francisco. Donc vous voyez qu'il y avait déjà un début d'amorce de décroissance du nombre de cas diagnostiqués par an. On perdait, allez, on va dire entre 20 et 30 cas par an. Un pic en 2012, je ne sais pas, peut-être que les gens se sont dit ça y est, la PrEP arrive, on y va. Et puis depuis 2012, où cette PrEP est fournie par la municipalité aux gens qui ne peuvent pas se la payer et où les gens la payent quand ils peuvent la payer, c'est plus entre 20 et 30 cas par an de diagnostic en moins, c'est environ 50 à 60 cas par an de diagnostic en moins. Vous lirez que c'est peut-être parce qu'il n'y a plus suffisamment de personnes, comme la population de San Francisco ne grandit pas de manière exponentielle, il n'y a plus suffisamment de personnes à infecter, donc c'est pour ça que ça baisse. Je pense que la PrEP y est pour beaucoup, mais c'est bien d'avoir un peu de contradiction dans la vie. Alors en France, qu'est-ce qui se passe? 2012, on a ouvert le protocole hyper gay. On pourra revenir sur le nom que j'ai toujours trouvé extrêmement inapproprié, mais bon, c'est pas moi qui l'ai créé. Alors l'essai hyper gay, qu'est-ce que c'était? C'était, on va faire de la PrEP, mais on va pas donner un comprimé par jour. On va encadrer le rapport sexuel à risque. On va donner 2 comprimés avant le rapport. Après, vous voyez, les petits smileys, ils sont contents, ils font leur petit truc. Un comprimé 24 heures après les 2 premiers et un autre comprimé 48 heures après les 2 premiers. On va faire 2 groupes. Un groupe qui recevra du placebo. Donc ça a la forme du Truvada, ça a la couleur du Truvada, mais ça n'est pas du Truvada. Et un groupe qui a reçu du Truvada. Comme la question doit se poser chez certains d'entre vous du caractère éthique de cette étude, je vais vous dire chez qui c'était adressé. C'était adressé chez des hommes gays qui prenaient déjà des risques, qui devaient déclarer plus de 2 rapports anaux non protégés sur les 3 derniers mois. Ce qui est déjà un risque conséquent, hein, surtout à Paris, où on sait que il y a 30% dans le Marais, en tout cas dans le quartier gay, dans la population parisienne, il y a 30% des gays qui sont infectés par le VIH. Donc vous imaginez bien que 2 rapports sans préservatif sur cette base-là, c'est un gros risque. Même si la plupart sont traités et ne sont pas contaminants. Et donc en fait, on n'a pas fait... Parce que mon chef de service a reçu des menaces de mort quand il a mis cet essai en place, à juste titre, parce que je pense qu'il n'était pas compris. On n'a pas fait prendre un sur-risque aux gens, puisque nous, on les accompagnait, on n'était pas là pour juste leur donner les médicaments, mais on faisait ce qu'on appelle du counseling, on essayait de comprendre leurs risques, on faisait la promotion du préservatif, on faisait la promotion de la réduction de risque. Donc, en fait, on l'a étudié, ils n'ont pas pris plus de risques, ils auraient même eu tendance, prenant conscience, parce qu'ils faisaient quand même quelques infections sexuellement transmissibles, on les dépistait vachement régulièrement, prenant conscience de ce risque-là, et ben finalement ils se protégeaient plus. Voilà. Donc cet essai, il a eu l'avantage de montrer que, en fait, dans le groupe qui avait le Truvada, la PrEP efficace, il y avait une réduction du risque d'infection par le VIH de 86% par rapport au groupe qui n'avait pas le médicament, qui avait le placebo. Et je peux vous le dire, on est quasiment proche des 100% en fait, en réalité. Pour mémoire, le préservatif en soi, l'objet, est efficace à 100%. Si on prend les statistiques, si on prend 100 personnes qui vous disent « moi j'utilise toujours un préservatif », il est efficace à peu près à 90%, puisqu'en fait il peut être mal mis, donc il peut glisser, il peut rompre, il peut être utilisé avec des mauvais lubrifiants, donc perdre son efficacité. L'objet en soi est efficace à 100%. L'utilisation qui en est faite, donc dans la vraie vie,
C'est pas parce que sur une population qui mettra toujours des préservatifs, il y aura toujours des cas d'infection par le VIH ou d'infection sexuellement transmissible. Donc on a finalement un taux de protection qui est équivalent à celui du préservatif. Donc ça nous a permis de déployer dès 2016 la PrEP dans des consultations dédiées. On a la chance d'être en France, donc ce moyen de prévention est assumé en termes de coût intégralement par l'État. Et les populations auxquelles ça s'adresse, alors vous allez voir que c'est large, puisque c'est les gays en premier, puisque c'est là où il y a le plus de nouvelles contaminations, les travailleurs du sexe, prostituées, acteurs porno, escort girl, boy, tout ce que vous voulez, les transsexuels qui sont une population extrêmement à risque, qui sont parfois travailleuses du sexe, qui sont une population extrêmement à risque d'infection par le VIH. Et la dernière recommandation, c'est toute personne que vous estimez en tant que médecin à risque à votre discrétion. Donc on a des femmes hétérosexuelles sous PrEP. Et on peut avoir, si j'ai un homme hétérosexuel qui me dit « moi je ne mets jamais de préservatif, mais j'ai pas envie de me contaminer », il aura le droit à la PrEP aussi. Donc en fait, les indications sont restreintes en théorie à une population, mais en fait elles ne le sont pas du tout. C'est juste qu'effectivement la population hétérosexuelle est moins au courant que ça existe. Alors actuellement en France, on a environ 3000 personnes sous PrEP. C'est bien. Enfin, en tout cas, c'est un progrès, parce que ces personnes qui sont ça sont vraiment à haut risque de s'infecter par le VIH. Et on a de très rares cas de contamination au VIH. Et on sait que ces cas de contamination, ils sont dus à une inobservance de la PrEP, c'est-à-dire à des gens qui oublient un comprimé avant, ou le comprimé 48 heures après. Donc forcément, ça marche moins bien. Notamment les comprimés avant, si on les oublie, ou si on en oublie un, ou si on le prend trop tard, on n'est pas protégé. Et sinon, il y a quelques cas d'infection par des virus qui sont résistants au Truvada. Comme je vous expliquais, si vous avez un partenaire qui a développé, dont le virus a développé une résistance au Truvada, vous aurez beau prendre tout le Truvada que vous voudrez en prophylaxie pré-exposition, vous ne serez jamais protégé, puisque par définition, son virus est résistant. Et puis alors, quasiment pour finir, et le vaccin dans tout ça. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé des vaccins thérapeutiques. Là, je vous parle du vaccin prophylactique. Vaccin qui, chez quelqu'un qui serait séronégatif, non infecté par le VIH, on lui ferait l'injection, on dirait, voilà, tu n'as plus de risque dans la vie, tu peux y aller. Alors ça, c'est compliqué, parce que ça, il faut pour ça induire une réponse immunitaire spécifique, ce que je vous expliquais tout à l'heure. Il faut armer le système immunitaire à sa rencontre avec le VIH. Et ça, c'est difficile, on n'y arrive pas pour l'instant. Mais, par exemple, l'Agence nationale de recherche contre le sida, l'ANRS, il travaille sur 3 types de vaccins en ce moment. Un vaccin qui sera fait à partir de fragments, alors je ne vous dis pas qu'il va marcher, mais en tout cas, au moins, ça aura le mérite d'avoir été étudié, qui est fait de petits bouts du VIH. Donc, en gros, on coupe les fameux, vous avez vu tout à l'heure le schéma que je vous ai montré, on va sélectionner là-dedans des petits bouts, dont on sait qu'ils vont induire une réponse immunitaire, on teste chez le singe, toujours, une réponse immunitaire forte. On va l'associer, l'hypo-5, c'est un adjuvant fait de gras, grosso modo, de petites boules de gras, qui entourent ces petits bouts et qui vont booster la réponse de l'immunité quand l'immunité va voir ces petits bouts. On peut aussi faire des gènes synthétiques du VIH, on connaît parfaitement comment il est fait au niveau génétique. On peut reproduire des petits bouts de ce code en labo, et les injecter. Ce code, après, il est pris en charge par toutes nos cellules, et là, ça va créer des petits bouts de VIH qui ne sont pas infectants, qui ne sont pas dangereux, mais qui pourraient suffire à stimuler suffisamment le système immunitaire pour qu'on ait une réponse efficace. Et puis après, c'est un peu plus compliqué, c'est la programmation de cellules très spécifiques du système immunitaire. C'était pour vous montrer sur quoi a été faite la recherche en France actuellement. Donc on n'a pas abandonné du tout l'idée d'un vaccin, malgré les traitements très efficaces, malgré le comprimé unique, malgré bientôt les médicaments qu'on pourra injecter une fois par mois. Le but, c'est quand même de trouver un vaccin. Et c'est ce que je vous disais, les progrès sont constants, mais pour l'instant, il n'y a pas de vaccin efficace. Voilà, alors pour conclure, c'est une maladie grave. Je crois que vous l'aurez compris, avec toute la séquence sur les infections opportunistes. C'est un problème majeur de santé publique, évidemment en France, mais surtout dans le monde,
pour que les populations les plus pauvres aient accès à la fois au dépistage et au traitement. Des progrès thérapeutiques constants, là aussi je crois que c'est clair, hein, je ne vais pas m'attarder dessus. Et ça reste un défi scientifique, notamment pour l'élaboration de vaccins. Et ça reste aussi un défi social, en termes de prévention et de stigma, hein, qui est lié à l'infection par le VIH. Juste pour terminer, je vous rappelle que maintenant, un employeur n'a pas le droit de vous licencier parce que vous êtes infecté par le VIH, et qu'il y a eu des procès, hein, évidemment, qui ont été gagnés par le plaignant. Voilà, et qu'un partenaire qui se saurait séropositif, non traité contaminant, et qui ne le dirait pas à son ou sa partenaire et qui lui passerait le VIH, peut être condamné au pénal dans la loi. Et voilà, je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions? Je cherche le micro pour proposer, à vous. Jeune fille en vert. Et du coup, la PrEP, c'est aussi pour ceux qui sont en couple avec des personnes qui sont séropositives et qui n'ont pas... Alors, justement, non, ça fait partie des cas où on ne donne pas la PrEP. Pourquoi? Parce qu'on estime que si monsieur est séropositif et bien traité, il n'est pas contaminant. Donc, ce que je dis aux gens, c'est que dans le cadre du couple, et uniquement dans le cadre du couple, donc dans le cadre de la relation de confiance inhérente au couple, si le monsieur, parce que l'angoisse de filer le VIH est aussi forte que l'angoisse d'attraper le VIH quand on est en couple avec quelqu'un qu'on aime. Donc moi je dis à la personne qui est séropositive, si vous êtes OK pour assumer, le risque il n'est pas nul, il n'est jamais nul en médecine. Pourquoi? Parce que par exemple quand on fait la grippe, et ben on sait que même si le traitement il marche hyper bien pour le VIH, qu'on ne détecte pas de virus dans le sang, on peut en détecter un tout petit peu, à taux très faible, mais que quand il y en a dans le sang, il y en a dans le sperme, et donc on est potentiellement à ce moment-là un peu contaminant. On n'est pas bien sûr comme à la primo-infection, une espèce de contaminateur sur pattes, mais bon, il y a toujours un risque. Donc moi je leur dis, si vous êtes OK pour assumer le risque et pour faire gaffe à bien prendre votre traitement, si vous êtes malade, à peut-être remettre un préservatif ou temporiser la relation sexuelle, si vous êtes prêt à assumer ce risque, et si votre compagnon ou votre compagne elle est prête à assumer le risque qu'il y a quand même un risque de contamination, et que vous avez l'impression que ça va améliorer votre sexualité, votre vie de couple, vous pouvez enlever la capote. Et le risque il est infime. Et moi, mon rôle c'est pas de leur dire il n'y a aucun risque. Comme avec la PrEP, hein, c'est pas du 100%, la capote c'est pas du 100%, il n'y a rien de 100%. Donc non, ça ne fait pas partie des indications. Là, mon boulot à moi, c'est de traiter correctement la personne infectée par le VIH. Oui, Rachel, merci. Oui, vous nous avez parlé de la PrEP. Les résultats pour ceux qui ont reçu le bon médicament, mais ceux qui ont eu le placebo, avez-vous un résultat, par exemple, de baisse malgré tout? Alors, en fait, on a regardé le nombre de contaminations par le VIH dans chaque groupe. Donc dans le groupe qui avait le Truvada, il y a eu une contamination, et dans le groupe qui avait le placebo, il y en a eu 13, je crois. Vous voyez, c'est quand même important. Et d'ailleurs, on a interrompu l'étude avant, puisque comme on savait que, sans même être statisticien, on voyait que ça marchait bien, on a interrompu l'étude. Pour répondre plus précisément à votre question, on n'a pas pu voir de baisse, puisqu'on avait un groupe qui était beaucoup plus à risque de se contaminer, d'ailleurs ils se sont contaminés. Par contre, y compris dans le groupe qui recevait le placebo, on a eu, pas pour tous les patients, mais on a, je vous dirais peut-être 20-25% de patients, qui ont dit qu'ils prenaient moins de risques, même sans savoir s'ils avaient le médicament ou pas. Parce que, voilà, ils étaient dans ces études qui donnent toujours l'impression d'être très médicales et qui le sont. Il ne faut pas oublier, surtout quand on travaille sur le sida, qu'on a une dimension d'accompagnement social sur les problèmes sexuels, même d'éducation. Il y a des gens qui ne savent pas
que telle maladie ça s'attrape comme ça, que les MST ça peut s'attraper par la gorge, voilà, il y a plein de... Donc, et puis ils prenaient conscience qu'ils prenaient des risques aussi, parce que nous on les mettait en face de leurs risques, en disant là quand même, vous y allez, hein, ils disaient ah ouais, je m'étais pas rendu compte que j'avais une sexualité si risquée que ça. Mais l'efficacité que je vous décris, elle n'est valable que s'il y a cet accompagnement-là. S'il n'y a pas cet accompagnement, c'est moins efficace. Oui, pardon. Je voudrais savoir effectivement si la phase IVH. Ouais, VIH. Comment? VIH. Pardon. Il n'y a pas de souci. VIH. Est-ce qu'il y a effectivement un pourcentage pour que cette infection devienne sida? Et quelle est la proportion d'un pourcentage entre les deux étapes? Alors, vous me posez une question, je ne vais pas vous donner des pourcentages précis. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis qu'on a l'électrothérapie, je pense que des gens je compte sur une de mes consultations, par exemple. Je vois 20 patients par semaine qui ont le VIH. Des gens qui sont au stade sida, je dois en voir 1 par semaine. Donc si on extrapole à 100, ça doit être 5%. Je pense que je ne me trompe pas en vous disant ça. 5% de gens qui sont au stade sida, et encore je pense que je suis un peu élevé, et 95% de gens qui sont soit traités, soit, bon, c'est un tout, hein, dans les 95%, il y a les nouvellement diagnostiqués, mais juste infectés et pas en phase sida, les gens qui sont en latence clinique, et puis les gens qui sont traités et qui vont très bien. Donc vous voyez, c'est infime. On en voit de moins en moins, parce qu'on dépiste de plus en plus tôt, et on a des traitements de plus en plus efficaces. Je ne vous ai pas fait le détail de comment remonter les CD4 après le traitement, mais avec notamment les médicaments qui s'appellent les inhibiteurs d'antégrase, même des gens qui partent de très très bas, en termes de taux de globules blancs attaqués, ils peuvent remonter assez haut, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Donc c'est une toute petite proportion des gens infectés par le VIH. Moi j'ai une question qui porte sur l'utilisation du préservatif. Vous avez montré une image du préservatif masculin. Ouais. Vous avez dit aussi que les transmissions n'étaient pas forcément par le sperme. Qu'en est-il sur la pratique des autres formes de préservatifs, c'est-à-dire du préservatif féminin? Alors le fémidum, nous on essaye, hein, pourtant je peux vous dire qu'on s'y acharne. Donc le fémidum, c'est je vais essayer de trouver une manière jolie de le décrire. C'est un dispositif qui ressemble un peu à un sac plastique, il faut quand même le dire, et c'est aussi ça qui fait que c'est pas utilisé, qui s'insère dans le vagin et qui en fait empêche le contact entre la muqueuse et le sperme, et le sexe aussi. C'est pas très utilisé déjà parce que c'est pas hyper agréable à mettre, c'est pas hyper agréable pendant le rapport sexuel, donc nous on a essayé beaucoup de... J'ai des amis dans des associations qui s'occupent plus spécifiquement de la sexualité des femmes. On essaye d'en faire la promotion parce que c'est un moyen comme un autre. Ça ne prend pas. Mais parce que c'est très compliqué. C'est compliqué. C'est, je pense, plus compliqué qu'un préservatif à mettre et c'est pas très agréable, quoi. Donc voilà. Donc non. Vraiment le moyen, si on parle de ces moyens mécaniques-là, c'est le préservatif qui reste le meilleur moyen et le plus simple et le plus connu parce que je suis même pas sûr que toutes les femmes connaissent l'existence du préservatif féminin. Voilà. C'est parce que ça reste très très anecdotique. Est-ce qu'on utilisait pour la contraception Oui, je pense que madame faisait référence au diaphragme. Ah oui, alors dans cette idée-là, on a essayé plein de choses. Les crèmes spermicides, les crèmes, alors on a des ovules à mettre avant, qui ont des médicaments contre le VIH, des stérilets imprégnés, des machins, c'est surtout des études chez les singes. Ça marche. J'ai travaillé sur les macaques pendant 2 ans, là, donc je peux vous dire que c'est pas simple. Bon, non, ça marche déjà c'est très inefficace. Parce que ce genre de choses, il faut que ce soit mis dans un bon timing, il faut que ce soit mis correctement, c'est pas toujours simple. Hein, donc, le but quand même dans la prévention, c'est de faire des choses simples, hein, parce que sinon ça marche pas.
Mais comme les crèmes spermicides à titre contraceptif, ça n'a jamais pris parce que c'est un peu compliqué, quoi. Voilà. Mais des recherches ont été faites là-dessus. On a l'habitude de dire que le début de l'épidémie c'était en 80, donc à San Francisco, mais étant donné qu'il y a la phase de latence finalement, est-ce que l'épidémie elle n'a pas commencé 10 ans plus tôt? De toute façon, elle a commencé en 1920 au Congo-Kinshasa. C'était pas une épidémie parce que les gens ne circulaient pas, mais effectivement, j'ai fait 1920-1980, mais quand on reprend des sérums, que ce soit en Afrique ou que ce soit aux États-Unis, on identifie des cas de gens infectés par le VIH avant 1980, bien sûr. Bien sûr. C'était au moins 70. Est-ce qu'ils avaient le sida? Alors, à cette époque-là, quand on les a diagnostiqués, de fait, ils avaient le sida, parce qu'ils arrivaient avec une autre infection qui faisait suspecter. Et je pense qu'il y a eu plein de décès dans la région du Congo-Kinshasa, inexpliqués. D'ailleurs, c'est pas que je pense, c'est qu'on sait qu'il y a des décès, notamment dans des villages autour de Kinshasa, où les populations étaient décimées. On ne comprenait pas pourquoi, et rétrospectivement on s'est dit oui, non mais maintenant on comprend pourquoi, c'est parce qu'en fait il y avait une épidémie très localisée dans ce village-là, et que ce village-là, comme il y avait un peu de consanguinité, tout ça, et des relations sexuelles de villageois à villageois, ils ont été décimés par le VIH. Donc on a pu expliquer rétrospectivement des décès de partie de la population autour de la rivière Congo. Ça ne s'étendait pas parce qu'il n'y avait pas... Il n'y avait pas de moyen de transport. On sait que ça a commencé à s'étendre quand le chemin de fer est arrivé à Kinshasa. Donc évidemment, avant c'était une niche. J'ai une petite interrogation, je vous la livre. Je suis un tout petit peu, on va dire, moralement choqué. Par justement le traitement PrEP. Dans la mesure où une population à risque, finalement pas si bien assumée que cela, bénéficie d'un traitement gratuit, parce que c'est, vous l'avez exprimé, je crois, le moyen d'endiguer et d'arriver à une solution de couverture, de garantie pour l'ensemble de la population. Ce financement par la collectivité, moi, me choque un petit peu. Est-ce que forcément votre communauté scientifique a eu à... non, il n'y a pas de consensus, puisque vous voyez qu'aux États-Unis, c'est payant. C'est un problème compliqué parce qu'il touche, justement, vous l'avez dit, à une espèce à la morale, on va dire, à ce qui est acceptable ou pas. Pourquoi c'est financé par l'État? C'est parce qu'on sait que si ça ne l'était pas, c'est non pas que les gens ne pourraient pas se payer le Truvada, alors c'est quand même 600 € par mois aussi, il y a des gens qui pourraient payer du vrai Truvada. Il y a aussi des gens qui iraient sur Internet pour acheter du Truvada sur Internet, ce qui est illégal en France. Et surtout quand on achète un médicament sur Internet, notamment avec tout ce qui est fabriqué en Inde, on ne sait pas réellement si on achète... Alors ça ressemble, hein, l'emballage est le même, tout est bon. Sauf que dedans, il n'y a pas de Truvada. Donc on s'est dit, quel est le moyen pour nous, à la fois de couvrir la majeure partie des gens qui sont à risque, sans qu'ils aillent prendre un médicament moyennement efficace ou pas du tout efficace, qui reviendrait, parce que c'est pas juste se dire, nous là on est encore dans la phase d'expérimentation, même si c'est grandeur nature, imaginez que tout le monde aille se fournir sur Internet, que ça ne marche pas, on va finir par dire, bah attendez, la PrEP c'est mort et enterré, en fait dans l'essai ça marchait, ils ont peut-être magouillé un peu leurs données et tout, mais en fait ça marche pas, on arrête. Donc on veut aussi mettre de notre côté toutes les chances qu'on soit sûr que les gens aient le bon traitement. Voilà. Après, sur le fait que ce soit financé par l'État, alors, moi, mon avis, c'est que il faudrait, mais
c'est pas qu'une question de PrEP, ça en fait partie. Je pense que dans la vie et dans notre pays, après je digresse un peu, je pense qu'il faut responsabiliser les gens vis-à-vis de leur santé et sans exiger de tous qu'on paye tout le temps tout parce que c'est impossible et que c'est ce qui fait aussi la qualité de notre système médical, qu'on dise aux gens, bon déjà, ouais, ça coûte un peu cher, voilà. Pour moi il faudrait faire payer un petit peu, mais à la hauteur de... Voilà. Et pour la PrEP pareil, voilà. Vous avez mon avis. Maintenant, si quelqu'un ne peut pas se payer la PrEP, évidemment que je dirais, bah si, je vais vous la fournir parce que j'ai pas envie non plus que vous vous contaminiez voilà, à cause de moi. Mais oui, c'est un débat qui est intéressant, c'est un débat qui est utile, mais on n'a pas finalement, c'est pas tant pour faire plaisir, enfin, c'est pas pour faire plaisir aux patients que c'est gratuit, c'est plutôt pour s'assurer que la chose puisse se pérenniser, et voilà. Et puis, pour une réponse un peu plus scientifique, on a fait des projections, ce qu'on appelle coût-économie, donc c'est-à-dire combien ça coûte et combien on économise. Donc on a regardé combien ça coûtait de fournir la PrEP, y compris pendant des années à quelqu'un, versus traiter une infection par le VIH à vie chez cette même personne, et c'est rentable en fait, économiquement. Donc à chaque fois qu'on fait des choses comme ça, imaginez-vous bien qu'on fait des simulations, l'économie est de plus en plus au centre des préoccupations de la santé, donc on a regardé ça et on sait que c'est plus rentable. J'ai encore une question au risque de monopoliser. On est en train de me faire des gros yeux. La prescription, donc les deux comprimés, oui. Celui une semaine, celui 24 heures après, 48 heures après, 48 heures après, c'est une prescription qui est délivrée à la consultation, elle n'est pas délivrée en pharmacie. Alors, nous on fait l'ordonnance. Ah. Il y a les deux choix en France, on peut soit prendre un comprimé par jour, soit prendre ce schéma. Ça dépend, après si le patient il comprend bien le schéma, on lui fait le schéma comme ça, autour des rapports sexuels à risque. S'il ne le comprend pas bien, on le met à un comprimé par jour. Parce que, bon, des fois c'est un peu compliqué. Nous on fait la prescription. Derrière il y a un accompagnateur d'une association, de l'association AIDS, qui lutte contre le VIH, qui refait le point sur le schéma, qui donne toutes les brochures, des images d'illustration, des posters à mettre dans ses toilettes, enfin, tout pour que les patients n'oublient pas de prendre leur comprimé. Et après, à la pharmacie, on leur délivre le Truvada et eux, ils s'adaptent. Soit c'est un comprimé par jour et c'est simple, soit après, ils se disent tiens, c'est vendredi soir, je vais peut-être aller faire quelques galipettes, donc je prends mes deux comprimés et puis. Ils ne pensent pas pour le préservatif? Alors, ça c'est une des grandes questions qui a été qui s'est posée, hein. Et même pour moi quand j'ai commencé, c'est pourquoi finalement, alors c'est pas pourquoi ils mettent pas de préservatif, mais je me disais, bon, est-ce que c'est vraiment à nous de nous adapter à ça? Et je crois qu'il y a un moment où il faut changer vraiment son paradigme interne, sa manière de penser. Il faut arrêter, on peut injecter de la morale là-dedans, on peut injecter du « ah bah dis donc, finalement ils prennent des risques, c'est bien fait pour eux ». Je ne dis pas que vous dites ça, mais je caricature un petit peu. Mais on est obligé de s'adapter à la société aussi, de la même manière qu'on l'a fait avec plein d'autres maladies, avec plein d'autres choses, voilà. Parce que finalement, je vous dirais, un diabétique qui mange du sucre et à qui on coupe une jambe parce que c'est son diabète, c'est bien fait pour lui, pourquoi l'hôpital s'en occupe? Après tout, il mange des gâteaux alors qu'il est diabétique. Et ça, je vous assure que les diabétiques qui ne suivent pas leur régime à l'hôpital, il y en a plein les services de diabétologie. Et pourtant, on leur tape pas dessus parce qu'ils mangent des gâteaux. Moi, je me suis dit, pourquoi on taperait sur les diabétiques parce qu'ils mangent des gâteaux et qu'ils se font amputer, ce qui coûte extrêmement cher à la société, à l'hôpital, tout ce que vous voulez. Pourquoi je taperais sur ce patient qui ne fait pas ce que j'aimerais qu'il fasse? Voilà, il ne le fait pas. Donc moi, en tant que médecin, c'est à moi de m'adapter pour trouver des moyens pour le garder en bonne santé. De la même manière qu'un diabétique, on va essayer de trouver des moyens pour que malgré le fait qu'il ne suive pas son régime, on n'ait pas à lui couper la jambe. Mais c'est une question qui touche à la sexualité, qui touche à la morale, qui touche à l'éducation, qui touche à la culture. C'est très compliqué, je n'ai pas abordé ça parce qu'on pourrait faire une heure sur la dimension sociale du VIH, sur tout le tabou qu'il y a eu, sur tout. Mais c'est une maladie qui n'est pas juste une maladie, c'est pas juste une maladie médicale. Et un patient qui est infecté par le VIH ou une patiente, c'est aussi une maladie professionnelle
parce qu'elle va se sentir moins bien dans son boulot. Moi, les gens me demandent, par exemple, est-ce que je dois le dire à mon employeur? Mais en fait, vous ne devez rien dire à votre employeur, il n'a pas à être au courant de votre état de santé. Ça ne regarde pas le secret médical, ça saute pas d'un coup parce que c'est le VIH. Est-ce que je vais trouver quelqu'un, un compagnon ou une compagne dans ma vie? Voilà, ça quand on est diabétique, on se pose pas trop la question. Je reprends le diabète, hein, mais c'est valable pour l'hypertension, tout ce que vous voulez. On se dit pas, tiens, est-ce que je vais trouver une nana parce que je suis hypertendu? Vous voyez, c'est une maladie beaucoup plus compliquée que ça. Et forcément, quand on arrive à des questions comme ça, il y a tous ces questionnements qui reviennent. Et quand ils reviennent, voilà, il faut essayer de prendre l'exemple, un autre exemple, et de se dire, bah, tiens, dans le même cas, pourquoi ces patients-là, qui ne sont pas plus responsables que le diabétique qui mange ses gâteaux, pourquoi eux, il faudrait les montrer du doigt en disant, ah, bah, tiens, c'est l'État qui paye. En fait, l'État paye pour plein de gens qui ne prennent pas leur responsabilité vis-à-vis de leur maladie. Peut-être parce qu'on n'éduque pas assez, peut-être parce que les gens ne sont pas au courant, mais en fait, ça fait partie de la médecine et de la santé que de rattraper les gens par le bout du col en se disant, tiens, il n'a pas fait ce qu'il fallait, alors on râle. Et puis après, on dit, on va faire quand même, voilà. Mais ça, c'est... Si on ne faisait pas ça, on ne ferait pas de la bonne médecine. Oui, non, oui. Je sais pas, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, moi. Il y a des comprimés de... Ouais, les Truvada. Mais ils sont pris par la personne infectée ou la personne... Alors, ils sont pris par la personne qui risque d'être infectée. C'est pour la personne qui va avoir son rapport sexuel. Là, on est responsable soi-même de sa... C'est la personne infectée qui se les procure et qui va les donner. Ah non, c'est pas... Non, par contre, c'est la personne qui pense qu'elle est à risque. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Non, et on essaie de lutter justement contre ça, ce qu'on appelle la PrEP sauvage, c'est-à-dire la circulation, et il en existe, de Truvada par des circuits alternatifs, des gens qui disent, ah bah tiens, je te donne de Truvada, ça c'est pas fait correctement. C'est les personnes qui sont non malades. C'est ça, c'est vraiment la prévention. Exactement. Ils ne sont pas du tout malades. Voilà. Et du coup, le Truvada, c'est pris quand? Parce que quand vous dites que c'est une prise par jour, je suppose que c'est régulière, mais quand c'est le système de cachet puis 2, parce que la personne ne prévoit pas forcément 2 heures en avance qu'un rapport sexuel. Alors justement, et vous avez dit exactement le bon timing, c'est 2 heures en avant. C'est 2 heures, il faut laisser un intervalle de 2 heures entre la prise des comprimés et le rapport sexuel à risque. C'est 2 heures. Pas moins. Moins, les taux de Truvada n'ont pas suffisamment le temps de monter dans le sang pour protéger la personne. Donc c'est 2 heures. Voilà. Donc ça marche pas. Il y a beaucoup d'applications de rencontres sur les téléphones, et c'est pas que des rencontres pour aller boire un café, c'est aussi des rencontres sexuelles. Moi je dis à mes patients, si vous êtes sur telle application et que c'est pour dans les 10 minutes, ça marche pas. Soit vous mettez une capote, soit vous